L'Université populaire de Bordeaux est heureuse de vous accueillir et de vous poser ça en face. C'est la première fois. Donc, nous commençons ce soir le cycle avec Christophe Pébart. Ce soir, il va nous parler de la vérité et des sciences sociales. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez le programme sur la table pour toutes les dates où vous pourrez le retrouver et retrouver les événements de l'UP sur notre site, vous savez, www.up Bordeaux. Voilà, tant que j'ai la parole, je vous signale que j'ai débuté l'adhésion, que notre association, comme tant d'autres, fonctionne avec des bénévoles et des adhérents, et que voilà, vous êtes les bienvenus, bien entendu, si vous voulez apporter votre aide, vos connaissances, etc., et vos envies. C'est très très important. Donc je laisse la parole à Christophe Pébart. Bonsoir à toutes et à tous, donc merci d'être là. Donc je vais peut-être d'abord présenter la thématique générale, puisqu'il y a cinq séances qui sont prévues, et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Donc le titre général, qui est le chapeau, quoi, si vous voulez, qui encadre tout ça, c'est Démocratie et sciences sociales, histoire et actualité d'un problème. Alors, le point de départ est assez simple, c'est de se demander quelle relation il peut y avoir entre une connaissance supposément scientifique du monde social et la démocratie qui suppose la délibération. À quoi ça sert de délibérer du monde social si au fond il y a une science qui nous dit déjà ce qu'est le monde social? Donc comment on peut essayer de résoudre cette contradiction tout en gardant au fond le caractère démocratique de la démocratie et aussi le caractère scientifique des sciences sociales. C'est ça l'enjeu. Alors bien sûr, derrière cette problématique générale, il y a aussi toute l'entreprise, si j'ose dire, qui est lancée depuis des dizaines d'années contre les sciences sociales, en particulier dans le secondaire, puisque vous savez que ce sont des programmes qui sont attaqués depuis extraordinairement longtemps par le MEDEF, sans vergogne. Il y a eu de très nombreuses commissions pour essayer de réformer les programmes. Là, c'est la énième attaque contre les sciences sociales, ce qui est paradoxal, puisqu'on devrait au contraire se réjouir de pouvoir enseigner aux lycéens et aux lycéennes, voire même pourquoi pas avant, des connaissances permettant de mieux comprendre le monde social dans lequel nous sommes toutes et tous inscrits. Et le paradoxe, sur lequel nous reviendrons dans une autre séance, est que finalement, la philosophie semble beaucoup moins attaquée que les sciences sociales. Ce sera l'objet d'une réflexion, alors qu'a priori, la philosophie semble se parer d'une dimension critique, de remise en cause des évidences, etc. Or, au fond, il faut constater que la philosophie pose beaucoup moins de problèmes aux dominants et à l'ordre social que la sociologie et les sciences sociales, et ce sera aussi un objet de réflexion de se demander quel est le statut et quel est le rôle de la philosophie par rapport aux sciences sociales, en France du moins, dans l'enseignement. Et pourquoi cet enseignement est au fond relativement protégé par rapport aux sciences sociales qui sont donc en permanence attaquées. Je n'ai pas fait l'histoire, vous avez une commission Rocard, je crois, dans les années 95, enfin vous en avez, mais un nombre incalculable. Quand ils ne savent pas quoi faire, ils disent mais qu'est-ce que c'est que le programme de SES, il faut remettre ça en question, etc. C'est vraiment permanent, c'est une ritournelle. Ils y sont d'ailleurs, là ça y est, ils profitent de la réforme du bac pour essayer de supprimer l'essentiel du contenu des sciences économiques et sociales. Donc c'est vraiment une attaque permanente. Et puisque nous avons maintenant au pouvoir le candidat du MEDEF et de l'ordre dominant, sans surprise, c'est ce qu'il est en train de faire, mais il ne fait que reprendre un agenda finalement qui a déjà été mis à l'ordre du jour. Alors, rapidement le titre des 5 séances, et puis ensuite on commencera. Donc, la première séance va donc, ça a été dit, poser le problème de la vérité, du statut de la vérité à l'intérieur, dans la démocratie et dans les sciences sociales. Comment on peut circuler de l'une à l'autre, pourquoi ça peut nous poser problème, et quelle est la nature de ce problème. La deuxième séance, qui aura lieu le 7 février, s'intitule Démocratie et libéralisme, un conflit irréconciliable. Donc là, il s'agira de montrer que, au fond, le libéralisme peut être analysé comme contradictoire avec les principes démocratiques, contrairement à ce qui a souvent été dit, à savoir que le libéralisme serait l'humus de la démocratie. Nous essaierons de voir pourquoi, philosophiquement, et à l'aide des outils des sciences sociales, c'est exactement l'inverse. Le libéralisme est contradictoire, donc, par essence, avec la démocratie.
La troisième séance sera consacrée donc au lien entre sociologie, socialisme et république, et d'essayer de voir les liens historiques, à la fin du XIXe siècle en particulier, qui ont pu exister entre la sociologie, le socialisme et la république, sur fond d'étonnement de la disparition du socialisme. Je ne parle pas de la rue Solferino, je parle du socialisme du XIXe siècle et du début du XXe siècle, celui de Jean Jaurès, pour faire vite, ce socialisme républicain qui a quasiment disparu du paysage politique en tant qu'idéologie. Et on se reposera la question du coup de la sociologie. Pourquoi cette idéologie associée à la sociologie a pu comme ça être affaiblie et disparaître, ce qui sera une nouvelle manière d'essayer de comprendre pourquoi décidément les sciences sociales nous posent problème. La quatrième séance sera consacrée à la philosophie. On essaiera de montrer que la philosophie française, pas la philosophie en général bien entendu, mais la philosophie française s'est construite depuis le début du XXe siècle contre les sciences sociales, ce qui sera une manière de réfléchir à leur enseignement et pourquoi leur enseignement peut poser problème à un enseignement de sciences sociales. Et la dernière séance sera consacrée pour l'essentiel à Pierre Bourdieu et à la question donc de la démocratie des sciences sociales de façon positive. Qu'est-ce qu'on peut faire positivement des sciences sociales et de l'engagement à la fois en tant que scientifique mais aussi engagement en tant que citoyen. Voilà comment les deux engagements ne sont pas contradictoires mais sont au contraire complémentaires, voire sont ni plus ni moins que les deux faces d'une même pièce. Voilà, donc présenter de manière générale les 5 séances. Donc maintenant, nous allons commencer donc par la séance d'aujourd'hui qui s'appelle donc Démocratie, vérité et sciences sociales, un conflit toujours actuel. Et je vais commencer par une citation d'Hannah Arendt. Alors je vous la lis. Il n'a jamais fait de doute, c'est dans un article qui s'appelle Vérité et politique, et c'est dans la crise de la culture. Il n'a jamais fait de doute pour personne que la vérité et la politique sont en assez mauvais termes, et nul, autant que je sache, n'a jamais compté la bonne foi au nombre des vertus politiques. Les mensonges ont toujours été considérés comme des outils nécessaires et légitimes, non seulement du métier de politicien ou de démagogue, mais aussi de celui d'homme d'État. Donc vous avez là en 2 phrases, me semble-t-il, le lieu commun ordinaire sur la place du mensonge en politique, et donc nous donne l'impression que la politique, de manière générale, serait le lieu du mensonge. Alors vous voyez que si on part de cette idée, on rentre en contradiction avec un impératif scientifique. Et là, on est dans une contradiction avec les sciences sociales, qui seraient donc le lieu d'un discours prétendant dire le vrai sur le monde social, et la sphère politique ou le monde politique, qui serait le lieu du mensonge sur le monde social. Puisque je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que la politique a pour ambition de nous dire ce qu'il en est du monde social. C'est-à-dire c'est à la fois un constat et aussi, à partir de ce constat, on dessine les actions qu'il y a à accomplir par rapport au constat. D'accord ? Bien. On va commencer peut-être par là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Parce que je vous ai vu sourire, alors qu'est-ce que vous pensez de... Le but du jeu, c'est pas moi qui parle, donc... voilà. Mensonge pas nécessaire. Il faut bien éclairer, c'est pas bien comme ça. Alors au-delà de l'ironie, parce que là je soupçonne une forme d'ironie chez vous, alors... D'accord. D'autres positions. Pour l'instant, je me souviens que vous êtes tous d'accord avec le pouvoir. C'est-à-dire, vous dites finalement, à leur place, nous aussi on mentirait, puisqu'il faut mentir. C'est ça que vous pensez tous ? Personne ne pense qu'il peut y avoir une politique de vérité ? C'est terrible. Attendez, c'est pas tout ça là, il faut que ça... Moi, je ne me donne pas forcément, mais allez-y. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des défenseurs de la vérité en politique ou est-ce que c'est définitivement impossible ? Moi, je crois que le politique se désavoue constamment et si on n'a plus confiance aussi dans les institutions, ça cause des mensonges répétés. D'accord ? Et vous voyez que, je comprends ce que vous dites, mais là, vous l'avez inscrit, disons, au fond, dans le contexte actuel. Or, Hannah Arendt, c'est un autre contexte. Elle écrit ça à une autre époque, pour d'autres raisons. Donc, elle en fait une sorte de généralité, c'est-à-dire quelque chose qui concernerait la politique tout le temps, et pas simplement aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça. Déjà, il faudrait différencier la politique, l'organisation de la cité, et la politique, le principe du pouvoir. Dans les principes du pouvoir, c'est difficile, par exemple. Ou alors, on n'est pas réglé. D'accord. Et si tout le monde le sait, je vais m'amuser avec le paradoxe, parce que si tout le monde le sait, finalement, il y a le mensonge n'est plus vraiment un mensonge. C'est-à-dire que pour que ça ait du sens, parce que vous prêtez, vous voyez,
nous nous retrouvons devant une forme de contradiction ou d'aporie. D'un côté, nous disons ils ne font que mentir, et tout le monde le sait, je connais peu de gens qui pensent que les hommes politiques disent la vérité, ça s'entend rarement quand même, donc a priori nous savons qu'ils nous mentent, et ça marche. Alors soit on est crétin, c'est une hypothèse qu'il faut envisager peut-être. Ah ouais, moins de monde, mais enfin, il y en a quand même. Donc, alors, soit il y a 56, 60%, 65% de crétins, et ça tombe bien, nous sommes du bon côté, donc nous sommes les intelligents qui ont bien compris qu'ils nous mentaient, ou alors, peut-être que c'est plus compliqué. Alors. Ah, voilà que ça se complique. Oui. Une interprétation du monde social qui peut être partagée par des gens qui ne sont pas des politiques, qui ne participent pas à l'exercice. Alors voilà un autre problème qui est posé, c'est que cette fois-ci, au fond, effectivement, il faut s'interroger sur le lien qu'il peut y avoir entre vérité et opinion. Hein, c'est-à-dire on peut avoir une opinion de bonne foi, et on peut laisser au moins dans un premier temps la question de savoir si cette opinion est vraie, est assimilable à la vérité, ou au contraire est un mensonge. Vous voyez, c'est pas obligatoire. Donc on peut aussi prêter un peu de, comment dirais-je, d'honnêteté à un certain nombre de nos contemporains. On n'est pas obligé de faire l'hypothèse du cynisme généralisé. Je vous signale que quand on fait l'hypothèse du cynisme généralisé, on est un petit libéral, hein, puisque le libéralisme repose sur l'idée que les individus sont mus uniquement par leur intérêt privé. Donc si nous postulons que tous les individus en situation passent leur temps à mentir au nom de leurs intérêts, nous sommes d'abord et avant tout des libéraux. Je vous fais juste remarquer. Donc, si nous sommes autre chose que des libéraux, si nous avons envie d'être autre chose que des libéraux, on va être obligé d'élargir notre explication du monde et de ne pas s'en tenir à ce qu'on pourrait appeler une herméneutique du soupçon, c'est-à-dire en permanence essayer d'expliquer les actions des individus par le soupçon qu'ils nous manipulent parce que leur intérêt les amènerait, etc. Bien. Oui. Passer d'une croyance religieuse à une croyance politique, à une croyance, c'est une croyance finalement. Des promesses qui sont faites dans les campagnes, dont ça va être des mensonges qui en sont pas pour l'instant, mais qui vont devenir, qui seront en devenir. Donc il faut que, ce qui se passe, c'est qu'on croit que c'est possible, on croit que ça va être possible, mais c'est pour moi, ça paraît une forme de croyance. Et on croit à une promesse. On croit aux promesses. Et on croit aux promesses parce qu'on croit à un avenir meilleur. Parce que les promesses sont mantenues au nom du pragmatisme, au nom de la réelle politique. Au nom des vérités qui n'en sont pas. C'est pas de parler. On va faire ce qu'on peut. C'est pas tout simplement, on ne voit pas de perspective d'alternative de changement global, alors on se dit, on fait avec tant mieux que ça. Oui. Est-ce qu'on n'appelle pas homme politique indûment des personnes en fait, qu'on appelle des hommes politiques qui sont en fait des gestionnaires d'un système? Et est-ce que c'est ça un homme politique? Alors, on va laisser, enfin, on va y revenir avant la fin de la séance sur la question, puisque c'est quand même au cœur de la période actuelle, hein, l'interrogation relativement nouvelle, en tout cas à cette échelle, sur la nature réelle du régime dans lequel nous sommes. Hein, puisque en quelques semaines, la dimension, enfin, savoir si on était dans une démocratie est devenu l'objet d'une interrogation publique, alors que c'était moins vrai, quelles que soient les critiques qu'on pouvait faire, mais c'était moins vrai, c'était moins explicite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire nous ne sommes pas en démocratie, ou etc., et d'essayer d'évoquer de nouvelles pratiques pour essayer de fonder ou de refonder une démocratie, alors qu'il y a encore quelques semaines, cette thématique n'avait pas la même portée. Ça ne veut pas dire que les réflexions n'existaient pas, mais elles étaient moins entendues. Hein. Donc on va y revenir, parce que je pense que c'est un des cœurs du sujet. Oui. Sur le sujet du mensonge, oui. Je crois qu'on peut dire aussi que dans la dialectique, de pouvoir parler, de mettre en avant des arguments, il y a aussi le fait de pouvoir mentir avec omission. Je dirais, tout dire ou ne pas tout dire, c'est une manière de mettre en avant des éléments. On voit bien que par parti pris et sans mauvais jeu de mots, un certain nombre de politiques, d'hommes politiques défendent un certain nombre d'intérêts et vont présenter les choses de façon, on va dire, tronquée. Voilà. Il n'y a qu'à voir, je dirais, aujourd'hui les médias qui sont dans les mains d'une dizaine de milliardaires. Si avec aujourd'hui un peu d'intelligence pragmatique, on essaie de croiser l'information,
on va sur d'autres canaux d'information, notamment des chaînes étrangères, on se rend bien compte que les choses ne sont pas présentées de la même manière. Donc c'est effectivement un prisme qui nous permet de dire qu'un certain nombre de choses sont mensongères, ou en tout cas trompeuses. D'accord. J'essaie de faire tourner. Oui, allez-y. De dire c'est un peu le pouvoir des lobbies. Voilà. Le pouvoir des lobbies va effectivement mettre en avant un certain nombre d'éléments de façon plus ou moins tronquée, donc plus ou moins mensongère. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont de mieux en mieux informés et donc se rendent compte effectivement que les choses sont pas dites de façon très, très honnête. Alors, ensuite, je te passe la parole, mais juste d'un mot. Vous voyez quand même que le problème qui commence à se construire pour nous, c'est que s'il y a une vérité et qu'a priori il suffirait de la trouver ou de l'expliciter et dire on l'a, il n'y a plus de démocratie puisqu'il n'y a plus besoin de délibérer. Et donc ce qu'on a sauvé d'un côté, on le repère de l'autre, puisqu'on ne voit plus très bien pourquoi on aurait besoin de débattre ou de délibérer s'il suffit juste de trouver la bonne formulation pour dire la vérité. Vous voyez le problème qui nous est posé ? Donc, c'est pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est juste pour vous montrer la complexité de la chose. C'est-à-dire que la démocratie suppose des délibérations et des discussions, donc des moments d'incertitude sur la vérité, qui sont tranchés d'une certaine manière par la délibération. Oui, et ensuite il faut... Oui, je voulais simplement dire que, enfin, de mon point de vue, finalement, il semblerait qu'il y ait différentes sphères de vérité. Selon du point de vue. Est-ce que tu peux préciser un peu, c'est-à-dire dans quel... Selon du point de vue où on se place enfin, préciser, non, parce que c'est un concept global, voilà. Et donc, justement, tu parlais en démocratie, etc. Donc, croiser ces différentes sphères de vérité, peut-être que ça relève d'un comportement démocratique. Voilà. Alors, effectivement, on peut déjà se dire, puisqu'on est sur démocratie et sciences sociales, on peut dire, pour parler comme Foucault, le régime de vérité, enfin les manières d'établir la vérité en sciences, ne sont pas les mêmes qu'en démocratie. On n'imagine pas une délibération dans un laboratoire pour savoir si tel résultat est vrai ou tel résultat est faux. Il y a des processus normalisés, etc., des vérifications, des discussions, mais ces discussions ne ressemblent pas à une délibération démocratique. Personne ne délibère des statistiques de telle enquête, ou etc. C'est pas comme ça que ça marche. Or, effectivement, le régime de vérité en démocratie ou en politique n'est pas le même, puisque là, au contraire, on délibère, on discute, donc avec une modalité qui n'est pas réductible à ce qui se passerait dans un laboratoire. Donc vous voyez, on voit le problème se constituer. Nous parlons de la même chose, la vérité du monde social, mais les manières de l'établir ne sont pas les mêmes, puisque nous ne sommes pas dans les mêmes processus pour l'établir. Mais c'est bien la même chose. Vous voyez, il s'agit bien à la fin de dire ce qu'il en est de la société, comment elle est et comment on va la transformer, étant donné qu'elle est comme on vient de le dire. Que dans tout vote, si vous voulez, vous engagez toujours un diagnostic sur l'état du monde, sur le monde social tel qu'il est. Donc vous engagez bien quelque chose qui relève des sciences sociales, parce que c'est bien une vérité du monde social. Avant de régler la question du chômage, vous êtes obligé d'intégrer une manière de penser le chômage. Si vous pensez que l'être humain est un feignant et dès qu'il le peut, il préfère être assisté que d'aller travailler, vous n'allez pas avoir la même solution, mais vous engagez bien une forme de diagnostic. Et inversement, si vous ne pensez pas comme ça, et ça ne débouche pas sur les mêmes solutions. Donc vous voyez bien, ça je crois que c'est à peu près, on peut considérer que c'est déjà une première base, c'est que dans toute délibération politique, nous engageons une vérité du monde social. Au-delà même de l'action qu'on va engager. Il y a donc toujours une vérité qui est engagée à l'intérieur. C'est gênant de le singulier. Pourquoi ? Une vérité du monde social. Vous pouvez dire D si vous voulez. Voilà. Pas de problème. C'est le mot qui est en fait en discussion. C'est la notion même de vérité. Voilà. Donc votre vérité ne peut pas être la mienne, mais c'est sur la même problématique. Alors, nous sommes bien d'accord, mais on va...
je laisse juste ça de côté parce que, si vous voulez, le problème c'est que sinon, on va se retrouver face à un autre piège qui va être celui du relativisme. C'est-à-dire, au fond, chacun son point de vue. Hein, vous connaissez, on connaît tous ces discussions. Quand on veut se sortir d'un mauvais repas de Noël, hein, on s'est mis à parler politique. On dit, de toute façon, les goûts et les couleurs. Hein, et puis comme ça, on en a terminé. Et on passe au dessert et tout le monde est apaisé et on parle plus des gilets jaunes. Ça nous est sans doute arrivé. Alors, on a tous vécu ce petit moment un petit peu voilà. Alors, c'est très pratique pour Noël. Pour les repas en famille, mais on voit bien qu'on ne peut pas s'en sortir, parce qu'on ne peut pas faire société simplement en renvoyant. Parce que si on fait ça, précisément, on renvoie la société à n'être plus qu'un agrégat d'individus, c'est-à-dire qu'on la détruit comme société, et qu'on arrive à une définition libérale d'une société, c'est-à-dire la société n'est que la somme des individus et la somme des points de vue. Et donc on voit bien que ça, c'est là où on en arrive dans une aporie. Ça veut dire que si on veut se sortir de ça, il va falloir qu'on trouve les moyens de dépasser la limite que peut représenter le problème du point de vue. À savoir qu'on a un point de vue. Voilà. Oui. En fait, je voulais aller dans le même sens que madame. Oui. Voilà, mais comme vous avez déjà répondu sur le côté du caractère relatif de la vérité, parce que je voulais aller dans ce sens-là avec Protagoras qui disait que l'homme est la mesure de toute chose, oui. Chacun sa vérité, mais bon, comme vous avez déjà attiré l'attention dessus, donc Alors on va revenir sur Protagoras, mais justement, Protagoras, il ne dit pas à chacun sa vérité. Protagoras, il établit une philosophie qui permet la démocratie, ce qui n'est pas pareil. Donc il y a ce qu'il dit par rapport à un individu, mais après, comment ce qu'il dit pour chaque individu prend sens dans le cadre du collectif, et dans ces cas-là, l'analyse qu'on peut en faire pour chaque individu change de nature quand on parle du collectif. Oui. Peut-être que ce qu'on appelle le mensonge en politique, c'est lié ici à la complexification des discours qui utilisent, qui fait qu'ils se le monopole de la vérité et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas établir nous-mêmes une vérité. On est obligé de passer par ce qu'on appelle des élites, qui sont autoproclamées élites. Et donc on croit, comme tu l'as dit, on croit en ces personnes et finalement on n'a plus de légitimité à dire la vérité. Alors effectivement, c'est tout à fait juste, et c'est un autre problème là qui apparaît, c'est que dans la plupart des sociétés, tout le monde n'a pas le même privilège pour pouvoir prétendre dire le vrai. Il y a des groupes sociaux qui se voient reconnaître une forme de privilège. Ce privilège n'est pas définitif, il peut se retrouver remis en cause de manière brutale par rapport, par exemple, avec un individu en gilet jaune sur un plateau de télé. Vous l'avez tous vu ça. Vous avez vu comment en quelques minutes, ces paroles qui semblaient être une sorte de bon sens, etc., a pris un extraordinaire coup de vieux, parce que des individus ont surgi et se voient, pour des raisons qui sont assez difficiles à expliquer, mais en tout cas, se voient reconnaître un privilège équivalent, voire supérieur, à celles et ceux qui jusque-là avaient le quasi-monopole de dire ce qu'il en est du monde social. Donc on voit qu'effectivement, ces groupes sociaux ne sont pas pour toujours reconnus, etc., et que ça peut toujours varier. C'est rassurant, parce que sinon rien ne changerait. Si ça change, c'est bien parce qu'il y a une tension permanente, et qu'il y a aussi la réalité, les événements, qui font que la réinterprétation, l'interprétation des événements fait avancer l'histoire, et fait que, il y a des interprétations qui peuvent perdre leur légitimité, et du coup ça peut aller jusqu'à la perte de la légitimité du groupe qui interprétait jusque-là les événements. Oui, Mathieu. Oui. Pardon, vas-y, oui. Alors, je voulais préciser, on parle dans les notions qu'on discute ce soir de la démocratie. Alors, c'est une porte ouverte sur la démocratie. La démocratie n'existe pas. Au-delà d'un groupe de 100 personnes, on ne peut pas dire que le peuple hérite du sang des échelons représentatifs. Donc, c'est dans quel type de démocratie est-ce que plus ou moins en démocratie? On a en train de s'apercevoir qu'on est plus dans une monarchie élective que mais fait penser aussi aux tribus primitives où la vérité est dégagée par une concertation dans le conseil et c'est le seul qui dégage la vérité. On pourrait avoir des juxtapositions de tribus, on serait défaillissant mais on dégage autant de vérité qu'il y a défaillissant, il faudrait de toute façon un champ au-dessus pour dégager une vérité des vérités. Alors ça, on y reviendra dans la prochaine séance, parce que ça, c'est l'argument libéral. C'est les libéraux qui ont définitivement détruit l'idée de démocratie directe. C'est Benjamin Constant, on y reviendra, qui dit à partir d'un certain nombre, c'est pas possible.
Donc il faut qu'un petit groupe s'en occupe, et nous, ce qui nous intéresse, c'est faire du business. Donc nous, on va faire du business, et puis on va leur laisser un tout petit timbre-poste de régulation de la société, de façon à ce qu'ils nous foutent la paix pour qu'on puisse gagner de l'argent. Mais jusqu'à la Révolution française, ces questions-là ne se posaient pas. Donc, il y a différents types de vérité. Il y a les vérités du fait, c'est-à-dire les constats, c'est-à-dire qu'on peut expliquer par exemple un fonctionnement. Et puis il y a les conceptions de ce qui doit être. C'est encore autre chose. Et c'est vrai que la politique a plutôt à voir, quand même, fondamentalement, avec ce qui doit être. Et c'est pas parce qu'on a fait un constat sur ce qui est que ça détermine ce qui doit être. Donc ça laisse quand même si on a une conception, si je puis dire, très scientifique, une modalité pour faire quand même de la politique. C'est-à-dire que les valeurs, elles sont pas forcément partagées, même si on peut avoir un constat objectif sur les phénomènes. Donc c'est comme on va hiérarchiser les choses de façon complètement différente, potentiellement, ça peut laisser quand même malgré tout, même si on est en accord par exemple sur, je ne sais pas, l'origine du chômage. Voilà. Par exemple, si je suis un libéral, je vais cracher sur le SMIC. Si je suis de gauche, je veux dire, en général, on ne va pas cracher sur le SMIC. Bon, il y a deux façons de le faire. Soit je veux dire, je ne crache pas sur le SMIC parce que ça n'est pas la cause du chômage. Donc ça, on va dire, on va faire une analyse objective pour dire non, c'est pas ça la cause du chômage. Mais même si vous acceptez que ça peut causer du chômage, vous dire, bon, c'est à cause du chômage, mais c'est mieux de l'avoir sur le plan de la justice que de ne pas l'avoir. Alors, effectivement, alors ça c'est une distinction qu'on retrouve chez Hannah Arendt, entre ce qu'elle appelle les vérités de raison et les vérités de fait. Et donc elle dit, au fond, les vérités de raison, c'est pour faire vite la science. Donc la science, ça ne se délibère pas. Donc voilà, personne ne propose de remettre en cause, sinon dans 1984, que 2 et 2 font 4. Voilà, ça c'est une vérité, c'est établi, c'est une vérité de raison, etc. Mais sur les vérités de fait, effectivement, dit Hannah Arendt, il y a des tentations permanentes de transformer les vérités de fait en opinion, et donc de leur retirer leur caractère de vérité. Alors on va commencer par là, essayer de réfléchir sur la pertinence ou non de cette distinction entre vérité de raison et vérité de fait. Est-ce qu'on peut déjà se mettre d'accord sur cette distinction qui nous permettrait d'avancer ? Et vous voyez qu'on pourrait dire donc vérité de raison, nous on les trouverait peut-être dans les sciences sociales, et puis vérité de fait, ça serait encore autre chose, on essaierait un petit peu de s'en sortir. Alors évidemment, cette distinction ne peut pas ne pas faire écho au mot de l'année de, je sais plus quand, de 96, post-vérité, puisque s'il y a bien eu un mot et qu'on utilise maintenant en permanence, qu'on a utilisé pour pouvoir dire que désormais on n'était même plus capable de s'entendre sur les faits, c'est le mot de post-vérité ou de fake news. Alors on va en dire quelques mots maintenant, puisque la question de la vérité aujourd'hui, elle est marquée par la supposée tendance à remettre en cause l'évidence. Pour faire vite, souvent c'est associé aux réseaux sociaux. Tout le discours, vous le connaissez, etc. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà. En général, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ça se termine comme ça. C'est sûr, les jeunes qui sont crétins, c'est comme ça. Rassurez-vous, l'avantage d'être un peu plus âgé, c'est que moi aussi, j'ai été crétin dans les années 80. Non, mais c'est vrai, je veux dire que moi aussi, j'étais crédule, je comprenais rien, etc. Donc, j'avais le sida mental en 87, Louis Poels, donc, vous voyez, donc c'est assez vieux. Donc ça devrait, à minima, nous interroger sur un discours qui est peut-être pas si fondé que ça. Mais bon, peu importe. En tout cas, il y a un argument qui nous paraît fort, c'est celui de la technologie, qui dans une société qui est marquée par, disons, une tentation de tout penser en termes de déterminisme technologique, il y a l'idée que quelque chose de nouveau serait intervenu, Facebook, pour faire vite, les réseaux sociaux, et que donc les fausses nouvelles se diffuseraient beaucoup plus vite et remettraient en cause les institutions traditionnelles qui ont pour vocation, pour finalité, de nous permettre d'établir la vérité des faits. Oui. Alors, la presse en particulier. J'aurais eu tendance à penser la même chose que vous il y a encore 24 heures. Quand on a tendance à considérer que les réseaux sociaux sont utilisés par les jeunes, qu'est-ce qu'on va d'ailleurs considérer un jeune? À partir de quel âge on considère un jeune? Moi, il y a 20 ans, je pensais que j'étais jeune, et aujourd'hui, je pense que 20 ans après, je suis encore jeune par rapport à d'autres. Ça, c'est vrai. Mais j'ai lu un article, pas plus tard qu'hier,
qui avait a priori démontré que la plupart des fake news sont, on va dire, produits par une catégorie de personnes de 50 à 65 ans. Donc ça veut dire déjà que les réseaux sociaux sont utilisés par tous. Déjà. Ensuite, ça sous-entend le fait que, effectivement, les gens qui produisent des fake news n'ont pas forcément beaucoup d'informations pour croiser ces informations et considérer qu'elle est effectivement fausse ou pas fausse. Et voilà, mais moi aussi, je croyais que c'était les jeunes, en fait, non, c'est pas les jeunes. C'est les gens sous-informés. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Bon, alors, on y va. Alors d'abord, comme je suis un peu historien, je vous dis juste pour aller très vite, hein, mais la question des rumeurs ne date pas d'Internet. Hein, je suis obligé de le dire, pour juste rappeler des choses bien connues. La Première Guerre mondiale, hein, les rumeurs qui ont été étudiées par Marc Bloch et surtout par Jean Norton Cru, hein, sur les témoignages, etc. Je vous renvoie à 1969, la rumeur d'Orléans, Edgar Morin et un groupe de sociologues hein, qui montrent comment, on est à Orléans en 69, on pense que des jeunes filles disparaissent dans des magasins tenus par des commerçants juifs, ça fait un émoi, personne n'est capable de citer une jeune fille disparue, et ça fait un émoi dans la ville, tout le monde a peur, etc. Et on n'y arrive pas. Je pourrais vous prendre aussi 99-2000, le détournement de je ne sais plus quel affluent de la Seine qui était censé pour protéger Paris, et ainsi de suite. Il n'y avait pas encore, ou presque pas, de réseaux sociaux, etc. Donc la question, vous voyez, des rumeurs. Donc je dirais à minima que, et ensuite je vous passe la parole, ce qui est peut-être intéressant dans la question de la post-vérité, ce n'est pas tant donc le phénomène qui serait constaté, qui serait nouveau, que pourquoi aujourd'hui, on constitue ça comme un problème. C'est-à-dire, quel est le vrai problème? Pourquoi un certain nombre de gens s'inquiètent de quelque chose qui n'a rien de neuf et qu'on ne peut pas considérer comme neuf? Parce que là, pour le coup, c'est factuel. Hein, la rumeur d'Orléans, le livre d'Edgar Morin, il est publié depuis 1969-1970, donc je vous y renvoie. Voilà, des travaux sur la rumeur. Il y en a sur le monde grec ancien, etc. Enfin, voilà, c'est vieux comme l'histoire. Donc la question de la rumeur, il n'y a rien de nouveau, ni même son efficacité. L'efficacité de la rumeur ne tient pas à la technologie, puisque sinon on comprend pourquoi, sur la Première Guerre mondiale, elle a aussi été extrêmement efficace. Je vous signale que derrière, pour la Première Guerre mondiale, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des massacres, puisque les gens prennent peur de snipers qui n'existent pas, et donc massacrent des populations civiles, parce qu'ils craignent d'avoir dans chaque bâtiment des snipers qui vont leur tirer dessus. Hein. Donc derrière, il y a des choses extrêmement concrètes. C'est pas simplement une petite peur, etc. Ça mobilise des gens et qui agissent en conséquence parce qu'ils sont persuadés. Donc vous voyez que ça n'a rien de neuf. Oui. Oui, moi je voulais revenir sur le fait, vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez opposé la politique et la science. Oui. Alors d'abord, la science, il y a des sciences. C'est bien vrai qu'en mathématiques, en physique, en chimie, quelque chose, soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais dès qu'on rentre dans le même sciences sociales, pour moi, c'est l'argument classique. Voilà. Ça dépend comment on regarde les résultats. Et des scientifiques différents, possédant les mêmes outils méthodologiques, vont quand même, au-delà du résultat chiffré, aboutir à des conclusions qui sont complètement différentes. Et je pense que la principale raison, maintenant je suis assez vieille et ça fait longtemps que je traîne là-dedans, en France et ailleurs, c'est qu'en fait, ça recouvre des conflits d'intérêts. Et c'est la même chose pour les fake news. C'est pas des paumés dans leur coin qui lancent une fausse nouvelle. C'est certainement beaucoup plus manipulé que ça. Donc de dire qu'il existe une vérité scientifique, en tout cas en dehors des sciences dures, je pense que c'est être naïf. Et les fake news, c'est pareil, c'est manipulé. Et si on n'arrive pas à se rendre compte de ce type de choses, alors parfois par une extrémité, parfois l'autre, par le milieu, peu importe, mais c'est de ce genre de choses que les gens devraient prendre conscience. Parce que sinon, on fait un mythe de la science, elle ne résoudra pas le problème. Et c'est pas si la politique était plus scientifique que ça résoudrait le problème. Personne n'a parlé de politique scientifique, mais je vous ferai remarquer que les conflits d'intérêts, j'ai cru comprendre qu'ils existaient aussi en biologie, mais c'est un autre problème. Oui, exactement, ils existent. Bah oui, donc on peut pas les reconduire. Non, mais dans ces cas-là, s'il n'y en a plus, on peut rentrer à la maison. Oui.
Alors, même dans les sciences dures, on agit sur un modèle, et le modèle a un domaine de fonctionnement, je sais pas, la physique humaine, voilà, et c'est aussi vrai pour les mathématiques, c'est une construction humaine, c'est pas une vérité, c'est une représentation du monde, donc elle est forcément mise en défaut à un certain moment. ok, donc vous voyez, j'espère que chacun voit le problème, parce que si on n'a pas de choses qui pourraient passer pour des vérités entre nous, je vous signale qu'il n'y a plus de société. Je vous le fais quand même remarquer, c'est-à-dire que, en dépit, je vais vous en prendre une vérité à laquelle vous ne pensez pas, et qui peut être, alors là, largement remise en question, c'est le langage. Nous ne passons pas notre journée à dire tel mot, etc. Heureusement que nous acceptons des formes de consensus pour pouvoir discuter entre nous, parce que sinon, et qui peuvent être considérées comme des formes de vérité à un moment donné, parce que sinon, on ne pourrait même plus communiquer entre nous. Je vous le fais juste remarquer. Donc je comprends le discours, mais on va y revenir. C'est pour ça que je préfère que vous le disiez, parce que ça permet que tout sorte, mais je vais juste le dire comme ça. Je sais bien que en sciences, les sciences inhumaines ont comment dirais-je, la prétention permanente d'être les vraies sciences, pendant que les sciences sociales sont les danseuses de la République, est une sorte d'ornement à qui on donne un petit peu d'argent quand on en a, quand il en reste, et quand on ne l'a pas distribué aux vraies sciences. Mais les questions épistémologiques qui sont posées aux sciences sociales sont exactement les mêmes que celles qui sont posées aux sciences dites dures ou expérimentales, que ce soit Canguilhem, Bachelard, etc. Enfin, les réflexions épistémologiques des grands épistémologues français sont utilisées aussi bien en sciences sociales qu'en sciences expérimentales. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de différence de nature. Mais on y reviendra parce que je pense qu'il faut répondre de manière positive. Je le dis juste pour dire qu'il y a des éléments de réponse, mais on verra ça un petit peu plus loin. Bon, en tout cas, donc je reviens sur mon point qui était de dire, on a inventé aujourd'hui la post-vérité, les fake news, pour a priori dire quelque chose qui serait neuf, alors que ce n'est pas neuf. Donc quand on fait ce constat, on doit se demander quel est donc le problème. Si le problème n'est pas nouveau, c'est qu'il y a un autre problème, et que même s'il est exprimé d'une certaine manière, sans doute que c'est autre chose qui est en réalité discuté. Alors, ce qui est, on va prendre un exemple, parce que c'est peut-être le plus symptomatique, c'est celui du Brexit. La notion de post-vérité ou de fake news a été beaucoup utilisée au moment du Brexit, en disant donc les électeurs et les électrices ont cru des choses qui étaient fausses, parce qu'on leur a dit, non, en fait, cette vérité, il y en a peut-être une autre, etc. Et donc, l'élection aurait été faussée par des discours qui étaient... Alors d'ailleurs, on se demande pourquoi on a inventé post-vérité, parce que soit c'est des mensonges, et dans ces cas-là, il suffit de dire que ce sont des discours mensongers, mais si c'est des post-vérités, on se demande bien qu'est-ce qu'on rajoute quand on dit post-vérité. C'est-à-dire qu'on fait surgir donc un statut un peu étrange à des choses qui jusque-là auraient pu passer pour des mensonges. Alors si vous regardez, si vous avez un peu de mémoire, ou pour les plus âgés en tout cas, si vous vous rappelez de 2005, vous avez eu les mêmes discours. Alors à l'époque, on n'avait pas post-vérité, mais on a entendu exactement les mêmes discours. Les mêmes. Ils comprennent rien, ils se trompent, ils se font abuser, etc., etc. Et là, vous commencez à vous interroger, vous dire que finalement, derrière la post-vérité, il y a peut-être la sensation désagréable pour les élites de ce pays et d'autres pays de se voir retirer leur privilège de dire, in fine, ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. La post-vérité, elle n'intéresserait personne si les Britanniques avaient voté qu'il restait. Elle est devenue intéressante, problématique, qu'à partir du moment où le vote n'a pas été dans le sens. Ce n'est donc pas en tant que tel la post-vérité qui poserait problème, mais la conséquence électorale de la post-vérité. On pourrait de même faire remarquer qu'un certain nombre d'éléments qui sont reconduits à la notion de post-vérité sont ni plus ni moins que des dysfonctionnements médiatiques qui sont très anciens. Les erreurs des journalistes sont aussi vieilles que la presse. Fausse agression dans le RER en 2004, et ainsi de suite. Il y en a quasiment, régulièrement, vous avez comme ça des fausses nouvelles qui sont propagées par la presse, qui de manière moutonnière reprend toute une série d'éléments pour ensuite dire « zut, c'était pas comme ça, etc. » Donc, on commence à voir que derrière cette notion de post-vérité, en réalité, il y a autre chose qui est la remise en cause des institutions qui, dans une société à l'instant T,
se voyaient reconnaître le privilège d'élaborer les vérités de fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on revient, donc il y a peut-être des vérités de fait, mais ces vérités de fait, elles ne sont pas établies ex nihilo, elles sont établies par des individus, par des groupes sociaux, par des institutions. Et que ces vérités de fait sont reconnues telles tant que les institutions qui les produisent ne sont pas contestées. Quand les institutions sont contestées, sans surprise, les vérités de fait commencent à être lues comme des opinions. C'est-à-dire comme, non pas comme une vérité, mais comme potentiellement l'expression, alors si on est très critique, de l'intérêt d'un groupe social, quel qu'il soit, ou du moins d'un point de vue d'un groupe social. Et non plus une vérité, c'est-à-dire quelque chose qui serait universel, qui transcenderait tous les groupes sociaux. Toute la critique de la presse, vous connaissez, parce que elle a été dite tout à l'heure, elle repose sur cette idée. C'est-à-dire elle repose sur l'idée que les journalistes, de manière délibérée ou non, n'expriment pas des vérités de fait, mais expriment, tiennent, défendent, diffusent des discours qui reflètent les intérêts des propriétaires des grands médias. C'est ce qui a été dit tout à l'heure sur les 90% des médias qui sont possédés par 9 milliardaires. Donc, vous voyez que ce qui est en question, c'est ça. Donc, vous voyez qu'on a progressé. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas la distinction entre vérité de raison ou vérité de fait est incomplète parce qu'elle ne dit rien des institutions qui permettent de comprendre comment ça marche. Il y a toujours des institutions. C'est-à-dire que la vérité, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force intrinsèque à l'idée vraie. Bourdieu, enfin c'est Bourdieu, enfin bref, Spinoza, peu importe. Donc il n'y a pas de force intrinsèque à l'idée vraie, c'est-à-dire que la vérité ne se suffit pas à elle-même. Il suffit, parce que sinon la question serait réglée, il suffirait de dire c'est vrai, et la vérité s'imposerait. Ça veut dire que nous tenons des choses pour vraies parce que nous croyons avant tout à des institutions. Et c'est parce que nous croyons à des institutions et aux individus qui en sont la production, ou qui occupent une position institutionnelle, que nous assimilons les propos qui sont tenus à des vérités de raison ou de fait. D'accord ? Donc ça veut dire que dans une situation de nature révolutionnaire, quand on remet en cause les institutions, sans surprise, nous nous trouvons en désaccord sur les faits. Puisque nous sommes en désaccord sur les institutions. Vous voyez le lien ? Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va dire que tous les faits qui sont dits là sont faux, etc. Ça veut dire qu'il y a un soupçon généralisé, mais ce soupçon ne tient pas tant aux propos qui sont tenus qu'aux institutions qui en fondent la légitimité. Oui ? J'ai envie d'être pragmatique. Ah. Quand on parle de licence et référendum, oui. Oui. Non, c'est l'autre. Traité constitutionnel. Le traité constitutionnel. De toute façon, le licence était aussi le référendum pour Maastricht. Non, c'est 92, mais bon, peu importe. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, aujourd'hui, les gens commencent à considérer que l'Europe, en tout cas le Parlement européen, est de plus en plus vérolé par les lobbies. Et est-ce que vous êtes en train de mettre en parallèle vers la vérité d'opinion ? Oui. Non, et opinion. Pas vérité d'opinion. Et opinion. Opinion. Oui. À l'époque, effectivement, un certain nombre, tant pour le traité constitutionnel que pour effectivement le référendum pour ou contre Maastricht, on s'est rendu compte qu'effectivement l'information était de dire globalement et de façon assez simpliste, le marché européen va être bénéfique à tout le monde, ça va ouvrir, on va dire, des marchés pour toutes les entreprises françaises là, ça va être dans l'intérêt général, etc., ça va favoriser l'emploi. On n'a pas mis en perspective le manque, je dirais, d'harmonisation sur le plan de droit social et sur un certain nombre d'autres éléments comme effectivement le droit fiscal. Bon. Donc, et les gens aujourd'hui se rendent compte qu'effectivement on les a un peu manipulés. C'est-à-dire qu'effectivement les lobbies, un certain nombre de puissances de l'argent, qui aujourd'hui d'ailleurs tirent parti de la mondialisation, puisque a priori c'est effectivement au profit des multinationales et des 1% les plus riches, que les gens se rendent compte qu'ils ont été plus ou moins désinformés, voilà, et indirectement manipulés. Donc c'est là qu'effectivement on peut considérer qu'il y a un parallèle entre vérité de fait et opinion. Les opinions ont été un peu manipulées par effectivement un certain nombre de faits qui n'étaient pas tous
Alors, le problème dans ce que vous dites, c'est que ce que vous donnez n'est pas véritablement un fait, mais plutôt une forme d'engagement ou de promesse sur l'avenir. Donc, c'est pas tout à fait un fait. Là, la discussion sur les faits, c'est de savoir est-ce que telle clause figure dans le traité ou non. Ça, c'est un fait. Vous voyez, donc par exemple, en 2005, on débattait de manière infinie, alors qu'on avait le texte sous les yeux, pour savoir si les statuts de la Banque centrale étaient à l'intérieur du traité. Ça, c'est un fait. Vous voyez, ça, on prend le texte, on vérifie, ça y est pas. Donc ça, c'est une vérité de fait. On peut dire que c'est un fait. Alors après, comment on l'interprète, ce qu'on met derrière, est-ce que c'est si important? Là, on peut en rediscuter, mais ça relève d'un fait. Là, ce que vous avez indiqué, c'est autre chose qui relève de la discussion infinie sur la nature du projet de la construction européenne. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est un petit peu différent. Donc, donc maintenant, on a identifié une tension entre opinion et vérité de fait. C'est-à-dire que, effectivement, la politique met en tension vérité de fait et opinion, et que un des enjeux de la lutte politique consiste soit à faire passer son opinion pour une vérité de fait, ou faire passer la vérité de fait de son adversaire pour une opinion, ou pour une idéologie. L'insulte la plus grande, c'est idéologie. Quand vous ne savez pas quoi dire de votre adversaire, vous dites, mais tout ça, c'est de l'idéologie. Voilà. Oui. C'est que le monde scientifique essaie de questionner en permanence les conditions de production de la vérité. Les problèmes scientifiques, les conditions de production de cette vérité. Là où la vérité de fait n'est pas perpétuellement remise en question ni par ceux qui la font. Alors, effectivement, je pense qu'on peut essayer de réfléchir au fond, comment les faits se construisent. Parce que si les faits ne sont pas là et qu'il suffit de les constater, puisque ça nous pose problème et qu'on en discute, c'est qu'il n'y a pas une évidence factuelle qu'il nous suffirait de constater. Donc, si ça ne peut pas relever simplement d'un constat, alors nous devons nous demander comment les faits se construisent, comment on construit les faits, pour essayer de voir si on peut isoler quelque chose qui serait effectivement la vérité des faits, quelque chose sur lequel, a priori, on devrait être tous d'accord, même si certains ou certaines en doutent. Voilà, est-ce que c'est possible? Alors, on va prendre un premier exemple, on va prendre un fait, qui est le 11 septembre 2001. Ça, c'est un fait. Alors, vous allez me pardonner, mais moi je suis un garçon simple, donc je vais considérer que les avions sont bien rentrés dans les tours. Voilà. Là, je vous connais, je sais qu'après on va arriver, etc. Alors vous me pardonnerez, on va laisser ça de côté. Voilà. On va faire comme si on était consensuellement d'accord sur le fait que les avions étaient rentrés dans les tours. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. On est d'accord, Moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est là où on voit le problème, c'est comment on a construit le fait. C'est-à-dire une fois qu'on le voit sur les images, comment ça a été construit. C'est-à-dire, au fond, comment ce fait est devenu un événement, comment ça se construit. Alors, ça a été fait par un sociologue qui s'appelle Jérôme Truc, dans un livre qui s'appelle Sidération, et qui fait la sociologie des attentats. Comment on réagit quand il y a un attentat, d'où le titre Sidération. C'est-à-dire comment on se met à comprendre quelque chose qui nous sidère, qui est hors de ce qu'on pouvait connaître, comprendre, etc. Et là, effectivement, le 11 septembre 2001 fait partie de ces événements où on n'avait pas de précédent. Donc, comment on comprend cet événement? Alors évidemment, la chance, c'est que nous pouvons suivre seconde par seconde la fabrication par la presse, les médias télévisuels en particulier, la fabrication, mais pas la fabrication au sens du complot, etc., mais comment on s'est mis à comprendre cet événement. Et ce que fait Jérôme Truc, c'est qu'il compare ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, en France en particulier, mais pas qu'en France. Alors d'abord, il regarde les États-Unis. Alors il se trouve qu'aux États-Unis, vous le savez peut-être, 2001, c'est 60 ans après 1941, et 1941, c'est Pearl Harbor. Et donc, avant le 11 septembre, aux États-Unis, autant le 50e anniversaire de Pearl Harbor avait été peu célébré, le 60e l'a été beaucoup, avec 4 ou 5 blockbusters, films, documentaires, etc. Donc, disons, au 10 septembre, là, beaucoup d'Américains et d'Américaines avaient été bombardés d'images de Pearl Harbor. Bon. Quand arrive le 11 novembre 2001, très vite, pour les États-Unis, ils disent c'est Pearl Harbor. C'est la même chose.
Et ça va jusqu'aux images. Vous vous rappelez peut-être de cette image des pompiers devant le World Trade Center, qui est quasiment la reprise d'Iwo Jima, immortalisée maintenant par Clint Eastwood. On les voit quasiment dans la même position, etc. On a à la télévision les mêmes images avec la fumée, etc. Donc imaginez, vous voyez, vous êtes un téléspectateur ou une téléspectatrice américaine, vous avez vu ça, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous vous mettez à penser à Pearl Harbor? Ça veut dire qu'on vous déclare la guerre. C'est ça que vous voyez. Vous voyez une déclaration de guerre. Et donc, très rapidement, en quelques minutes, quelques heures, cet événement est compris comme une déclaration de guerre. Alors, si c'est une déclaration de guerre, évidemment, il faut répondre et il faut désigner un ennemi. Bien. Donc ça, c'est la manière américaine de le voir. Alors, les nôtres journalistes, bien sûr, aussi, comme ils n'ont rien à foutre, qu'est-ce qu'ils font? Alors, CNN. Alors, ils commencent à dire Pearl Harbor, etc. Mais sauf que très vite, ça parle pas beaucoup. Pour nous, Pearl Harbor, c'est pas... bon. Et c'est notre référence historique qui va être utilisée pour penser le même événement. Et vous voyez que là, c'est pas un complot, personne n'a essayé d'arranger quoi que ce soit, etc. On va l'encoder de manière différente, et c'est un autre événement qui va être convoqué, c'est Hiroshima. Donc, et ça va se répondre, ça va être très rapide, mais ça se joue en quelques minutes. Jérôme Truc, si vous lisez son livre, c'est fabuleux parce qu'il c'est à la seconde presque. Il dit, voilà, parce qu'il a tout regardé, et donc il dit 10 minutes, 3, ça y est, ça commence. Donc on peut suivre véritablement comment ça s'est construit, et on voit comment, au fond, il commence par essayer Pearl Harbor, personne ne comprend, et très rapidement, c'est autre chose qui se met en place, et c'est Hiroshima. Alors pourquoi c'est important? Parce que Hiroshima, pour nous, ça veut dire, non pas la guerre, mais ça veut dire plus jamais ça. Ça veut dire pas de guerre. Vous voyez, donc, le même événement, le même, dans un cas, est compris, codé, si vous voulez, comme une déclaration de guerre à laquelle il faut répondre, et dans l'autre cas, il est codé comme quelque chose qu'il faut éviter, ça ne doit pas se reproduire, et donc quelque chose qui doit conduire plutôt à une forme de pacifisme institutionnel et politique, et non pas à une déclaration de guerre. Donc vous voyez ici que la question de la vérité de fait, c'est-à-dire la possibilité qui nous serait offerte d'isoler une vérité de fait qui serait objective et dans laquelle nous ne serions jamais, au fond, en train d'émettre une forme de jugement, est à interroger. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'en réalité, lorsque nous croyons nommer objectivement un fait, nous en proposons intrinsèquement une interprétation. Ça veut dire que les journalistes américains qui ont dit Pearl Harbor, ils n'avaient pas l'impression de mentir, d'être au service du grand capital, de George Bush Jr., etc. Ils l'ont vu comme ça, parce que c'était ce qu'ils avaient en tête, et quand ils l'ont vu, ils ont dit c'est ce que je vois, ils l'ont vu. De la même façon que nos journalistes français, ils ont vu Hiroshima, vous voyez? Donc, tout ça c'est pour vous montrer que l'hypothèse du complot, etc., de la manipulation et truc qui peut, comme le disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis, donc on peut toujours envisager qu'il y en a, mais ça n'épuise pas le problème épistémologique, qui est le suivant, qui est que nous ne pouvons pas prétendre décrire des faits sans induire une interprétation des faits. Alors ici, c'est gros, si vous voulez, parce que ça passe avec des référents historiques, mais la même chose pourrait être dite avec, bien sûr, les simples mots que nous utilisons. Il y a une chronique de Daniel Schneiderman, mais j'ai oublié de l'imprimer, je crois que c'est celle d'hier ou d'aujourd'hui, dans laquelle il s'amuse en disant, imaginons qu'on ne parle plus de gilets jaunes, mais d'insurgés, etc. Enfin, imaginez que les gilets jaunes se passent au Venezuela. Ça ne serait pas du tout la même description. À partir du moment où ils seraient anti-chavistes, bien entendu. C'est-à-dire que si ce sont des gilets jaunes contre Maduro, vous n'auriez pas du tout la même description, y compris avec les mêmes faits, puisque ces gens seraient présentés comme l'opposition démocratique à un pouvoir autoritaire. On vous parlerait des morts que le régime produit par son entêtement et son incapacité, etc., etc. C'est la même chose. Bon, donc vous voyez que, et après tout, il n'y a pas de manière de trancher objectivement. Nous ne pouvons pas trancher comme ça pour dire, on peut dire ce qu'on en pense nous, mais on ne peut pas dire les gilets jaunes sont des révolutionnaires, sont des insurgés, sont, etc. Ça fait partie du débat politique, et on voit bien que nous n'avons pas la capacité de pouvoir le trancher, et heureusement. Donc, et là, vous voyez que nous sommes au cœur du problème qui nous est posé, c'est que, en réalité, plus que de vérité, ce à quoi nous assistons, c'est à une lutte permanente pour la vérité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, avant tout, et là vous l'avez sous les yeux, vous savez bien que
l'interprétation des Gilets jaunes est un enjeu politique. C'est une lutte aujourd'hui pour essayer d'établir la vérité des Gilets jaunes. S'agit-il d'une révolution? S'agit-il de réactionnaires de l'extrême droite? S'agit-il d'une foule qui comprend rien, etc. Vous avez plusieurs interprétations qui sont comme ça sur la table. Toutes s'autorisent d'arguments, d'interviews, etc., etc. Et nous voyons bien que bien malin ou maline celui ou celle qui arriverait comme ça en disant c'est réglé, c'est ça. Bien sûr, nous pouvons penser des choses. Mais une fois encore, je ne remets pas en cause nos interprétations à nous. Mais la vérité, si on se regarde collectivement, c'est que nous n'avons pas les mêmes interprétations et que, a priori, elles ont toutes une forme de légitimité. Elles ne sont pas illégitimes. D'accord? Sur le plan de l'analyse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas moyen, puisqu'il y a des sociologues qui travaillent maintenant dessus, de produire des choses, mais il est peu probable que, y compris des sociologues, résolvent le problème pour nous. Parce qu'il n'en demeurera pas moins que, politiquement, nous aurons besoin ou intérêt à l'interpréter d'une certaine manière. Pour prendre un exemple simple, l'interprétation BFM, c'est la violence. Donc ce sont des violents, et vous avez comme ça en permanence les images, la violence qui existe. On ne peut pas dire que c'est pas vrai, c'est faux, c'est une manipulation, etc. Ce qui peut être considéré comme une forme de manipulation, c'est les images en boucle. C'est la réduction de l'événement à ça. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais si après tout, de bonne foi, je considère que c'est ça le plus important, même si ce n'est pas la chose la plus représentative. Mais c'est ça qui est le plus choquant, le plus important. Ce n'est pas scandaleux, a priori, de le mettre en avant pour le dénoncer, quoi qu'on en pense. D'accord? Donc vous voyez bien que ici, on commence à voir le problème qui nous est posé, c'est que il y a toujours face à des événements qui surgissent, des interprétations divergentes, et que ces interprétations divergentes, vous voyez, elles jouent à deux niveaux. Elles jouent, bien sûr, dans le domaine des sciences sociales. Il y a des sociologues aujourd'hui qui vont dans les ronds-points, qui posent des questions, qui ont des questionnaires, qui font des échantillons, et qui essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est là, pourquoi, etc., etc. D'accord ? Et de l'autre, vous avez en politique d'autres interprétations qui ont aussi une importance, et personne ne propose d'attendre le rapport des sociologues pour dire bon, on en saura plus, parce que même eux, il est peu probable qu'ils arrivent à trancher ce genre de choses, et qu'effectivement, on voit comment le débat politique doit trancher un certain nombre de choses que nous n'avons pas besoin de trancher en sciences sociales, parce que c'est pas le même agenda, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, et nous n'avons pas nécessairement besoin de prendre position sur la violence, la police, etc., etc. Oui. Pardon, excusez-moi. Il y avait quand même des sociologues qui ont essayé de faire des analyses sur le mouvement, et quand bien même ils n'auraient pas été exhaustifs, ils n'auraient pas décelé la vérité, parce que c'est pas possible à faire, ils peuvent quand même exclure certaines hypothèses. Par exemple, le dernier truc que j'ai lu, c'était une enquête assez vaste sur le mouvement, à l'intérieur, dans les ronds-points, dans les manifs, et ils ont semblé, ils ont fait en vue dans leur conclusion, exclure l'hypothèse que c'était un mouvement d'extrême droite. En tout cas, pour les dernières semaines. Alors, effectivement, vous voyez que là, on commence à préciser, c'est-à-dire que sans que ça nous permette d'obtenir une interprétation définitive du mouvement, nous pouvons peut-être éliminer ou affaiblir un certain nombre d'interprétations en disant manifestement, etc. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait que si c'est de la science, c'est toujours soumis au doute. Et que donc, parce que c'est une science, c'est du doute. Donc, personne ne peut arriver en disant j'ai épuisé l'interprétation des Gilets jaunes, puisque nous savons, c'est notre boulot. Notre travail de scientifique, c'est de voir en permanence nos évidences, nos conclusions remises en cause, rediscutées avec de nouvelles méthodologies, de nouvelles enquêtes, etc., etc. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, on peut l'utiliser comme quelque chose qui peut paraître stabilisé, mais nous ne pouvons pas l'utiliser comme une sorte de certitude définitive, parce que sinon, nous oublierions totalement la nature même d'une vérité scientifique. Je le rappelle, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, une vérité scientifique, sa caractéristique première, c'est le doute. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas la religion, parce que sinon on aurait réglé le problème. La science naît de la religion. Elle s'est extraite de la religion, et ce qui fait la différence entre la vérité religieuse et la vérité scientifique, justement, c'est le doute. Puisque de l'existence de Dieu, on n'en doute pas. Donc, du moins dans le secteur religieux. Après, on peut
peut-être en discuter autrement. Mais en tout cas, voilà, je vous rappelle l'histoire de Galilée, vous savez tous comment ça commence. Alors, les gens lisaient la Bible, dans la Bible on nous dit que le soleil se déplace, c'est donc que la Terre est fixe et que le soleil se déplace. Voilà que Galilée arrive, alors Copernic l'avait fait avant lui, mais bon, ça n'a pas marché, mais Galilée, là, ça marche. Il dit, non, c'est pas vrai, en fait, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc les autres lui disent, mais pas du tout. Dans la Bible, il est marqué qu'on regarde le soleil est là, le matin, et le soir, il est là. C'est donc bien la preuve que le soleil, etc. Et nous, d'ailleurs, on est interprète professionnel de la Bible, donc on a raison, et ainsi de suite. Ça commence par là. Donc vous voyez que le geste initial de la science, c'est la mise en doute d'une certitude. Mais pas pour produire une nouvelle certitude. Donc le geste de la science, c'est la remise en cause des certitudes. Et c'est toujours ça. Donc nous ne pouvons jamais nous autoriser, parce que sinon on devient des religieux. C'est notre problème, on va dire, voilà, on a tout réglé. Et on revient sur la question de démocratie, mais si on a tout réglé, dans ces cas-là, il n'y a plus besoin d'aller voter, il suffit de mettre quelques spécialistes en sciences sociales, ils auront tout réglé. Mais personne ne propose ça. Donc le problème est ici constitué, vous voyez, sur la nature même de la vérité. Bon. Oui, allez-y. Vous avez parlé des problèmes des grands médias. Et le Gilles illustre parfaitement comment on peut réduire un mouvement qui est très large, qui est très à un prisme de violence. Donc il y a certains médias qui ne présentent que la violence. Et pour preuve que c'est quelque chose qui interpelle, non seulement les politiques sont agressés, mais les médias sont agressés sans distinction. Celui qui est sur le terrain, que même celui qui a filtré des informations qu'on a bien voulu nous présenter. Et donc, c'est ce que pour l'extérieur, pour les amis qui sont aux États-Unis, pour eux, c'est que de la violence. Ils disent comment en France, on peut, comment on n'envoie pas l'armée, on n'envoie pas ça. Tout ce qui est véhiculé, tout ce qui passe, si vous voulez, c'est les cascades, c'est tout ce que pour nous, quand on réfléchit à la périphérie d'un mouvement, si vous voulez, la périphérie finit par masquer l'essentiel. C'est ça qui... Alors, vous avez raison, ce qui nous amène donc à voir, donc là j'ai pris le cas du 11 septembre, mais on peut l'élargir et plus généralement dire quelques mots de la fabrication des faits par les médias. En allant peut-être, ou du moins en essayant d'aller au-delà de la question des 9 milliardaires qui, etc. Parce que comme tout le monde dit qu'on est tous manipulés, au bout d'un moment on se demande en quoi elle est efficace cette manipulation. Moi j'entends tout le monde me dire « Ah non, mais les médias sont manipulés, etc. » Mais si tout le monde le sait, j'ai peine à mesurer l'efficacité de la manipulation. Donc, bon, peut-être que c'est pas aussi ça. Donc, essayons de voir comment ça fonctionne avant de prêter des intentions de contrôle, parce que les 9 propriétaires ne tiennent pas le stylo ou les mains, et c'est pas eux qui écrivent l'article sur le clavier. Donc, il y a manifestement d'autres déterminations qui sont en jeu et qui existaient bien avant la concentration par tel ou tel, etc. Bon, en tout cas, effectivement, nous pouvons considérer que dans nos sociétés, l'une des institutions qui est chargée de fabriquer ces vérités de fait et de leur donner une légitimité, c'est effectivement la presse au sens large. Et que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que la presse est remise en cause qu'il y a tous ces débats sur « mais ils ne sont pas d'accord sur les faits, etc. » Donc je répète, c'est pas les faits qui posent problème, mais la presse. Et donc, si les faits posent problème, c'est à cause de la presse, et non pas parce que les faits poseraient problème. C'est la presse qui pose problème, et c'est ça qui est discuté. Et donc la production de... Alors, pour ceux que ça intéresse, je renvoie au petit livre de Patrick Champagne, qui est un sociologue spécialiste de ça, à la double dépendance, sur le journalisme. Ce livre qui a été donc republié en 2016, il avait sorti avant, donc Patrick Champagne, c'est un bourdieusien qui a beaucoup étudié les médias, le champ médiatique, etc. Patrick Champagne. Le titre, La double dépendance, sur le journalisme. C'est dans la petite collection Raison d'agir. Alors lui, au fond, il fait une distinction qui est pas mal pour nous sortir simplement de vérité de faits. Il nous dit, au fond, ce que va faire la presse, c'est, à partir de faits, fabriquer des événements. C'est-à-dire quelque chose qui est remarquable, qui mérite l'attention, qui mérite le commentaire, qui mérite la réflexion, etc. Vous voyez, donc, c'est pas tant la fabrication de faits que la transformation de faits, c'est-à-dire de choses qui sont effectivement arrivées, en événements, donnant lieu à
commentaires, analyses, etc. Et que c'est ça qui se pose. Alors bien sûr, on va se mettre tout de suite d'accord sur le fait que les faits qui s'imposent aux journalistes existent indépendamment des journalistes. Donc, ils s'en emparent, mais ces faits, ils existent de toute façon. Et donc, il y a mécaniquement des choix qui sont opérés, parce qu'on ne peut pas parler de tous les faits. Et on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, donc à la fois donc, la sélection de faits, c'est-à-dire ça j'en parle, ça j'en parle pas, une première manière de transformer des faits en événements, et la deuxième, c'est de hiérarchiser. Et de dire, à l'intérieur de ce fait que j'ai transformé en événement, tel élément est plus important que tel autre. Exemple, la violence chez les Gilets jaunes. Voilà. Les Gilets jaunes, on décide d'en parler. Je vous signale, en fait, qu'ils sont énormément minoritaires par rapport aux 66 ou 67 millions de la population. Donc, on pourrait très bien considérer que la plupart des gens n'ont strictement rien à foutre, que leur problème c'est d'aller faire les soldes, de partir au ski, et que les pauvres gugus avec les quelques dizaines de milliers avec leurs gilets jaunes sur les ronds-points, ils ont qu'à rester sur les ronds-points, et parlons de ça, je vous le fais juste remarquer, c'est-à-dire qu'on se plaint en disant, mais quand même, etc., mais malgré tout, ils parlent numériquement. Alors, je ne dis pas que socialement ce n'est pas important, mais vous voyez bien que déjà le fait de choisir d'en parler, c'est déjà d'avoir reconnu que c'était socialement important, alors qu'a priori, numériquement, c'est un critère. On pourrait très bien considérer que le nombre de gens qui participent est un critère de l'importance d'un phénomène. Je pourrais choisir ce critère. C'est pas un critère absurde. On le fait pour les manifestations. Non, pour les manifestations, on dit c'est le nombre qui fait l'importance. Donc à partir de tel nombre, on dit c'était une grande manifestation, il y avait du monde, donc on décide d'en parler, de faire un radio-trottoir, etc. Et ainsi de suite. Parfois, avec moins de gens, on décide aussi d'en parler, parce qu'on pense quand même que c'est important. Bref, vous voyez que, dès le départ, dans la sélection donc des faits, il n'y a pas d'objectivité au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière. La seule chose qu'on peut éventuellement discuter, c'est à partir de quels critères cette sélection est faite. C'est-à-dire quels sont les critères qui permettent à des journalistes de dire ça c'est important, ça je dois en parler, ça je ne dois pas en parler. Ça pourrait être une réflexion collective, sachant que notre travail, nous, c'est pas nécessairement d'être journaliste, mais on pourrait estimer que démocratiquement, il serait important qu'on arrive ou qu'il y ait des instances qui nous permettent de discuter des critères qui permettent de sélectionner des faits et de les transformer en événements. Peut-être que nous avons des avis qu'il serait intéressant de dire nous aussi ça nous intéresse, parce que effectivement, je suis d'accord avec, j'imagine, la plupart d'entre vous, c'est un privilège extraordinaire que de pouvoir choisir à l'intérieur du monde social des faits pour dire ça c'est important et ça ce n'est pas important. C'est un extraordinaire privilège. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce privilège, il est accordé à des gens qui, au fond, n'ont que la morale à la couche pour dire ne vous inquiétez pas, je suis indépendant, je suis honnête, ou etc., mais n'ont pas grand-chose à nous opposer quand on fait des critiques, parce qu'il n'y a précisément pas de réflexion de leur part sur la mécanique institutionnelle. Donc la seule chose qu'ils savent nous dire, c'est qu'ils sont honnêtes, indépendants, libres, et ainsi de suite, mais on n'a pas véritablement, vous voyez, de réflexion institutionnelle. Et en particulier, une réflexion institutionnelle qui serait éventuellement extérieure au champ médiatique, qui prendrait en charge la question des médias. On pourrait considérer que comme c'est de l'éducation populaire, que ça contribue à notre information, donc à notre réflexion politique, qu'à minima, nous devrions collectivement nous interroger sur les conditions de production de l'information. Puisque notre réflexion politique dépend directement de ça. Donc ça pourrait être une réflexion légitime. Vous voyez que ce sont des réflexions. Pourtant, pour les programmes scolaires, on est capable de faire cette réflexion. Dire, quand même, l'éducation, les programmes, c'est important, on va former le citoyen. Donc nous sommes donc bien capables de le faire pour les écoles, en disant c'est normal, quand même, parce que ça forme des citoyens, donc ça nous intéresse de savoir ce que vont apprendre les futurs citoyens et les futures citoyennes de ce pays. Mais lorsqu'il s'agit, au fond, de la formation continue des citoyens et des citoyennes, force est de constater que notre vigilance institutionnelle est beaucoup moins forte que, sinon sous forme critique, mais en tout cas, nous n'avons pas nécessairement de propositions, disons, positives. Une fois qu'on a dénoncé le complot des 9 milliardaires, finalement, on n'a pas forcément proposé quelque chose qui nous permettrait de nous sortir de ça et qui résoudrait le problème. C'est-à-dire, nous avons besoin d'être informés. C'est une condition de la réflexion et de la délibération démocratique. Donc, quelles sont les conditions qui doivent nous permettre de faire ça? Vous voyez que c'est une belle question. C'est un beau débat pour dire, ça doit être réglé. Donc, vous voyez que
la presse, donc le champ médiatique au sens large, c'est donc le lieu dans nos sociétés prioritaire de fabrication des faits. Alors, au passage, puisque je suis là, on doit aussi constater, et ça c'est relativement nouveau, ça a quelques dizaines d'années, mais c'est un phénomène extrêmement important pour ce qui nous intéresse, c'est que le champ médiatique a pris le dessus sur le champ universitaire et le champ académique. C'est-à-dire que ce sont c'est à l'intérieur du champ médiatique que la sélection des ouvrages, des réflexions, des recherches éventuellement, etc., intéressantes ou importantes, s'opère. Et là, ça pose le problème, vous voyez, de l'accès à la science, au dernier état de la science, aux dernières réflexions de la science, quand on est sorti, qu'on ne fait pas d'études ou qu'on étudie autre chose, ou etc. Comment nous accédons à ça, sinon en écoutant des émissions, etc., en lisant le journal, on ne peut pas tout lire, on a donc besoin d'être informé, et là on voit qu'il y a des biais extraordinairement puissants qui font que, mais faites l'expérience. Moi je m'amuse souvent à écouter France Culture, mais toutes les 2 ou 3 semaines, ils inventent le livre qu'il faut lire, ils passent quasiment toutes les émissions, puis au bout de 3 semaines, on est passé au nouveau. Pareil, c'est jamais suivi, c'est-à-dire que jamais le livre d'il y a 3 semaines continue à vivre un petit peu plus tard pour dire, mais enfin quand même, donc on peut avoir un autre livre qui dit le contraire du précédent sans que jamais ce soit mis en relation et discuté. Donc on voit comment il y a une réduction extraordinaire de la diversité de la vie intellectuelle de ce pays. Et je laisse de côté, parce que ça c'est tellement banal, les individus qui sont chargés de diffuser ça, qui sont souvent des demi-habiles, comme dirait Pascal, donc peu diplômés, voire pas du tout, qui se voient reconnaître une sorte de privilège extraordinaire de décider des ouvrages, de ce qu'ils contiennent, des critiques qu'il faut tenir, etc., s'autorisant à critiquer des ouvrages scientifiques sans avoir la moindre compétence scientifique pour les critiquer, etc., etc. Donc je le dis ça parce que c'est aussi un problème. Vous voyez, c'est-à-dire que le champ médiatique, il y a donc la question, on va y revenir, fait événement, mais il y a aussi le fait que c'est dans le champ médiatique aussi que, a priori, nous pouvons accéder à toutes ces réflexions dont nous pourrions avoir besoin pour nous forger notre conscience démocratique, notre conscience de citoyen et de citoyenne, et que là, il y a des biais extraordinairement puissants, qui font que tout livre avec note en bas de page, un peu compliqué, etc., n'a aucune chance de parvenir. Je laisse même les questions de copinage, etc., qui existent, mais pas plus qu'avant, donc c'est pas forcément nouveau. Mais en revanche, là, il y a une sélection dans le contenu des livres. Amusez-vous à farfouiller sur YouTube quand vous regardez que Lévi-Strauss ou même Bourdieu, en 79-80, avec la distinction passée chez Pivot, c'est inenvisageable aujourd'hui. Que quelqu'un arrive avec un bouquin de 600 pages, avec un appareil statistique extraordinairement compliqué, et qu'on l'écoute pendant 20 minutes discuter de son livre, c'est impensable aujourd'hui. Totalement, même sur France Culture, c'est quasiment impensable. Oui, la mort de l'écrivain israélien, il a fallu éplucher tous les médias, et je l'ai trouvé sur un média. C'est pour dire à quel point l'information est maintenant plus que discrète. Voilà, donc c'est un vrai problème, vous voyez, donc et ça c'est relativement nouveau, c'est parce que jusque, disons, au début des années 80, en France, c'était le champ académique qui, d'une certaine manière, dictait le programme au champ médiatique, c'est-à-dire c'était les ouvrages dont on disait scientifiquement que c'était des ouvrages importants qui se retrouvaient dans les émissions de télévision ou de radio. Or là, on a maintenant un phénomène inverse qui est que ce sont les médias qui font les ouvrages importants, avec comme conséquence que désormais les ouvrages sont écrits pour figurer dans ces émissions. Bien entendu, les éditeurs, ils gagnent leur vie. Donc, si on vous dit « Ah non, les notes en bas de page, Coco, c'est terminé, parce que c'est dès qu'ils envoient le livre, on dit « Non, désolé, c'est trop compliqué pour notre public », qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes éditeur, qu'est-ce que vous faites? Pas de notes en bas de page, pas de bibliographie, et ainsi de suite. Vous avez des choses extrêmement fortes, oui, ça va jusqu'à la production. J'insiste beaucoup là-dessus, et encore. En France, nous avons une chance extraordinaire, je m'étonne d'ailleurs que personne ne se soit pris encore à ça, c'est le prix unique du livre. Parce que ce qui nous sauve, ce qui sauve encore un peu la production, c'est le prix unique du livre. C'est-à-dire que nous ne faisons pas comme dans d'autres pays où on a les mémoires du chien de Lady Di, etc., qui coûtent 3 ou 4 euros, parce que ça va être acheté en centaines de milliers d'exemplaires, et les ouvrages de sciences humaines et sociales, les rares publiés, qui sont à 60, 70, 80 euros, parce qu'on appelle public captif. Donc on dit, c'est pas grave, quoi, ils en ont besoin pour leur travail, etc., donc ils vont l'acheter, c'est un public captif, mais il n'y a pas d'autre public pour ça. Donc on enferme, c'est des trucs de niche, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots avec le chien de Lady Di, mais
et ça, par exemple, en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, vous avez ce phénomène, et donc vous voyez que ça a des effets extrêmement forts sur... Donc nous avons encore cette petite chance d'avoir le prix unique du livre. Donc je rappelle, si vous ne le savez pas, mais depuis 1982, donc on ne peut pas faire de concurrence sur le prix du livre, d'où la notion de prix unique du livre, sinon de plus ou moins 5%, qui a donc évité qu'on ait une concurrence par les prix, et qui se traduit donc par les livres grand public qui écrasent totalement le marché, avec... bon, la partie d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais c'est une question, ça a sauvé les librairies à Bordeaux, par exemple. C'est-à-dire qu'en 82, c'est juste le moment où la FNAC a commencé à s'installer, etc. Mola, la machine à lire, sans ça, il n'y aurait plus de machine à lire, ils auraient disparu depuis belle lurette, parce qu'ils n'auraient pas pu résister aux mastodontes qui étaient là. Donc, vous voyez que derrière, vous avez un commerce, donc ça veut dire des auteurs invités qui peuvent chanter un tout petit peu les médias, parce que vous avez la rencontre avec l'auteur. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des raisons quand même d'espérer, mais c'est pour vous montrer, vous voyez, que c'est relativement fragile. Et je vous signale que, au nom de la libre concurrence et non faussée, normalement, le prix unique du livre est une remise en cause de la concurrence libre et non faussée, puisque la concurrence est faussée, puisque le prix est le même. Donc vous voyez que ce sont des choses extrêmement importantes, et donc nous, ça limite les effets. Mais voilà, je vous envisage à réfléchir sur ce qui se passerait si on supprimait le prix unique du livre. Oui. Alors, quelles sont les solutions, par exemple, pour les gens qui n'auraient que la télé pour documenter, entre guillemets, et quelles sont les solutions? Ça veut dire que, à part la curiosité et, je sais pas, un entourage qui serait capable de lui apporter des idées, etc. Du coup, ils entretiennent les médias et les politiques entretiennent cette improvisation, entre guillemets. Alors, il y a deux manières de répondre. Il y a la manière maintenant, ici et maintenant, c'est-à-dire comment on répond maintenant, donc avec des gens qui sont déjà adultes, etc. Et puis après, comment on essaye de réfléchir dans un plus long terme. Donc, bon, évidemment, ça n'aurait pas de sens que je vienne de donner la solution, mais je pense qu'il est grave, de mon point de vue, que nous ayons cessé de considérer que les médias étaient une question politique de première importance. Voilà. Et qu'il y a très peu de programmes politiques dans lesquels c'est un chapitre extrêmement important. Donc il y a effectivement des questions de régulation des médias qui doivent être posées. Et c'est-à-dire qu'au fond, je dirais que ce que nous avons à réfléchir ensemble, je n'ai pas de solution, mais c'est la capacité collective à intervenir dans la production médiatique. Voilà. C'est-à-dire comment on se réapproprie les médias, parce que c'est à nous, au fond. Même si on peut avoir des options différentes. On peut considérer que ça doit être un service public de l'information, on peut considérer qu'il peut y avoir plusieurs acteurs parce que ça garantit une forme de pluralité, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'intervention. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le niveau de régulation est extraordinairement faible. À part une petite réprimande du CSA, etc. Mais ils sont beaucoup plus, comment dirais-je, stricts sur les pitreries d'Hanouna ou des choses comme ça que sur tout le reste, qui est parfois beaucoup plus grave. Et qui diffusent des choses beaucoup plus contestables que ça. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Se réemparer politiquement de la question des médias. Voilà. Pour aller au-delà de la question de la dénonciation des milliardaires, etc. Qui, au fond, a son intérêt, mais une forme de stérilité, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr l'éducation. Pour le dire en un mot, ça consisterait à se réapproprier l'éducation comme prioritairement la formation des citoyens et des citoyennes de ce pays. La chose la plus grave, moi ça me sidère parce que c'est relativement récent quand même, mais c'est la disparition de l'impératif de formation des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire que maintenant il s'agit de trouver un boulot. Bon, alors à l'université, là, c'est la caricature, parce que ça se dit même plus. Ça fait je sais pas combien d'années que je n'ai pas entendu un de mes collègues dire à l'université, on continue à former des citoyens ou des citoyennes de ce pays. Non, on ne parle que d'une seule chose, c'est l'insertion professionnelle, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme boulot, etc. Mais cette question de la formation, qui pourtant, je vous le rappelle, est au cœur de la naissance républicaine de l'université. L'université, telle que nous la connaissons, elle naît à la fin du XIXe siècle, au moment de la Troisième République, et elle naît avec cet impératif. Cet impératif de fabriquer, alors certes c'est pour un boulot, mais c'est pas le boulot qui intéresse, c'est fabriquer des élites républicaines. Puisque en France, les élites sont surtout catholiques, donc plutôt hostiles à la Troisième République, et donc il faut fabriquer des élites qui vont contribuer à asseoir le nouveau régime. Donc il y a un impératif politique derrière l'université.
Et ensuite, il y a un deuxième impératif politique qui est celui de donner accès au plus grand nombre à un savoir qui est en train de se faire. Et accéder au savoir en train de se faire, c'est accéder à la critique. C'est pas à l'esprit critique, ça ne veut rien dire l'esprit critique, c'est la critique, puisque vous apprenez que le savoir qu'on vous diffuse, c'est pas quelque chose de froid et de définitif, c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui se discute, qui est par nature débattu. C'est une protection contre tous les dogmes, contre toutes les évidences et contre le sens commun. Donc, effectivement, la réponse qui est la mienne, c'est je suis un maximaliste. Moi, je considère que tout le monde devrait aller à l'université. Voilà. Donc, ma première réponse, c'est celle-là. C'est nous avons une institution en France assez remarquable qui s'appelle l'université, avec tous ses défauts, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est une institution qui existe, qu'il suffit de s'emparer. Et c'est pour ça que la réforme Parcoursup est une honte absolue, puisque c'est une manière soit de restreindre l'entrée à l'université en fonction des places, c'est-à-dire c'est abandonner de manière définitive l'ambition de former tout le monde, puisque si vous dites déjà à l'avance il y a tant de places, donc tant pis pour les autres, c'est que vous considérez que c'est une question secondaire, voire anecdotique, que de former tout le monde. Donc ça c'est déjà une première réponse. Mais vous voyez bien que si vous commencez à dire ça, vous allez tirer un fil. Il va falloir vous poser la question des conditions matérielles permettant à des étudiants et des étudiantes de faire des études plutôt que de travailler avec des activités salariées qui les éloignent de leurs études et qui rendent difficile le simple déroulé des études. Donc vous voyez, tout d'un coup, vous arrivez à des questions extraordinairement importantes et qui supposeraient que nous soyons en capacité de nous mettre à la hauteur de l'ambition qui fut la nôtre, qui était d'augmenter le nombre d'étudiants. On va quand même arriver, on va quand même arriver à 3 millions d'étudiants dans ce pays. Je pense que on réalise pas la mutation extraordinaire que nous faisons. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils veulent restreindre l'entrée, mettre un certain nombre de gens dans les études courtes, etc. C'est parce qu'on arrive à un moment où jamais on a connu, il n'y a jamais eu de société qui a à ce point-là formé à si haut niveau une partie aussi importante de la jeunesse de ce pays. Donc, quand j'étais étudiant, on était à peine 2 millions à la fin des années 80. 3 millions, c'est considérable. Vous voyez, c'est des parties, c'est quasiment 50%, la moitié, 50% d'une classe d'âge qui va au truc. Alors bien sûr, vous pouvez penser comme ma mère que, en gros, quand on a le bac d'aujourd'hui, c'est le certificat d'études. Mais voilà, vous pouvez aussi vous rendre compte que c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc vous voyez, c'est-à-dire que nous avons tous les outils. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que nous nous battons peu pour l'université. Voilà. Nous avons finalement accepté leur manière de nous voler ce rêve et ce projet de société qui est de donner le plus à tout le monde. Ben moi, je trouve que, voilà, c'est ma réponse. Je trouve que ça devrait être sans doute la pierre numéro 1 d'une société autre, qui serait de se donner pour ambition que chacun et chacune d'entre nous accédons au savoir le plus élevé, le plus nouveau, le plus changeant, etc. Et que ça devrait être, que ce soit pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés, donc sous cette forme. Université populaire, université permanente, c'est-à-dire se donner en permanence et de considérer qu'on n'a pas mieux à faire que ça. Voilà. Et moi, je crois que ça reste un projet politique et je suis obligé de constater que c'est finalement rarement mis en avant comme je viens de le faire et je trouve que c'est dommage parce que je trouve que c'est dommage de me payer autant pour me sous-utiliser à ce point-là. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, je gagne 3100 € par mois. Bon, bac plus tout ce que vous voulez, c'est un salaire convenable, c'est le dernier échelon. Je vous rassure, c'est fini. Hein, voilà. Mais je trouve que moi, je serais ravi de pouvoir aller ailleurs, enfin, de faire ça ou truc. Et je suis sûr qu'il y a plein de mes collègues, donc c'est un gâchis humain. Et on a plein de gens qui seraient capables de le faire, et on les utilise finalement beaucoup, enfin, pour des choses assez annexes, et on les utilise par. Vous voyez, ça renvoie aussi sur le champ médiatique. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont, mais c'est traditionnel en France, souvent des gens qui ne sont pas universitaires. Je le dis juste d'une parenthèse, après je vais vous voir parce que c'est une singularité française, hein, d'avoir fabriqué des intellectuels à l'extérieur de l'université. Ça, c'est vraiment très français. Dans la plupart des autres pays, c'est à l'université que il n'y a pas de distinction entre universitaires et intellectuels. En France, il y a une distinction entre intellectuels et universitaires qui se construit à la fin du XIXe siècle, essentiellement avec l'affaire Dreyfus, etc., et qui s'explique par le fait que l'université est adossée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la République. Et donc, tous ceux qui veulent critiquer le régime ou l'absence de nature démocratique, enfin, etc., ou qui demandent la République sociale, eh bien, sont à l'extérieur de l'université, puisque les universitaires adorent critiquer tout, sauf l'État, parce que l'État, c'est ce qui est notre raison d'être. Hein, donc, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les discours critiques sont beaucoup plus forts à l'université, y compris aux États-Unis, qu'en France, où il y a toujours ce lien un peu, une forme de tutelle
par rapport à l'État, qui fait que les discours contre l'État sont souvent difficiles à tenir et sont peu tenus de fait, non pas parce que les gens seraient bâillonnés ou etc. C'est parce que les étapes de sélection qui vous font parvenir à l'université éliminent ceux et celles qui, au fond, auraient un profil comme ça. Et donc, vous voyez, ça c'est une particularité française, un monde intellectuel non universitaire. Alors ça a des avantages, parce que ça permet des critiques, mais ça peut aussi avoir des inconvénients, d'avoir, donc, comme je l'ai dit, les essayistes, les éditorialistes, etc. Donc, des gens sur lesquels on peut s'interroger, sur à la fois les motivations et la nature de leur savoir. Oui. Vous avez évoqué plusieurs choses. L'hypothèse effectivement est payée à l'écoute, je parle avec vous, et tout ce que vous exploitez. Il y a quand même quelque chose qui m'engage à dire qu'il ne faudrait pas être aussi pessimiste. Sinon, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait jamais survécu. Moi, au contraire, je crois que les gens sont de plus en plus informés, se rendent de plus en plus compte qu'effectivement l'information est fabriquée par des rédacteurs en chef qui mettent le focus sur tel ou tel sujet plus que sur un autre, qui choisissent tel ou tel mot ou telle couleur. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes serait rouge, comme ça a été les bonnets rouges. Je pense qu'aux États-Unis, on passera encore plus pour des révolutionnaires. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Toute chose étant égale par ailleurs, je pense qu'effectivement, les mots, les faits sont importants et sont d'autant plus importants quand ils sont effectivement plus ou moins fabriqués par le focus qu'on va y mettre. Et ça, effectivement, les gens sont de plus en plus conscients. Effectivement, ils remettent en cause la légitimité des journalistes parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a plus de vrai journalisme. Il n'y a plus de vrai journalisme de presse que moi j'ai pu connaître parce qu'à l'époque, une vingtaine d'années, il y avait quand même énormément de budget presse. J'ai acheté une dizaine de journaux par jour, il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient faire ça, parce que j'ai toujours besoin de croiser l'information. Aujourd'hui, l'information est gratuite. On va sur Internet, on arrive à croiser l'information seulement en France par rapport à des articles de presse qui peuvent être dits différemment par différents journaux, mais on peut le faire aussi par le fait qu'aujourd'hui, on a une page, on peut regarder la télévision à l'étranger, regarder ce qui se dit en Espagne, ce qui se dit aux États-Unis, etc. Et les gens sont de mieux en mieux informés, se rendent de plus en plus compte qu'effectivement, il y a cette mise en parallèle des faits et des opinions. Voilà. C'est vrai qu'en France, il y a de plus en plus de pseudo-intellectuels qui sont des journalistes à la main, qui ne pas côté, notamment des journalistes soi-disant économiques, genre Jean-Yves Languet qui a un diplôme de philosophie et qui donne des cours d'économie tous les jours. Mais ça, les gens, c'est pas très grave ça. Les gens se rendent compte de tout ça. Et c'est vrai que ça pose un problème. Mais pas tant que ça, parce que finalement, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait jamais surgi. Alors, c'est vrai que attention quand même, je vous arrête juste là. Attention, c'est les mouvements sociaux. Il y en a toujours eu, donc ils ne sont pas. C'est quand même un mouvement qui vient du peuple. Oh, un mouvement social, il vient en 95 aussi. Ça venait du peuple. C'est quand même une catégorie de population, même si elle est vraiment très atomisée, qui est quand même très représentative de la classe ouvrière, des syndicats, etc. Vous voyez, je vous arrête là, vous voyez, donc au moins. Ah oui, j'en fais partie, et même si je ne suis pas Gilets jaunes, je suis comme la plupart des Français qui ont répondu à des sondages, étaient pour le mouvement des Gilets jaunes. Alors, on va essayer de prendre plusieurs points que vous avez évoqués. D'abord, donc le premier, je pense qu'en tout cas c'est un élément de réflexion qu'on doit avoir, c'est les effets potentiels de l'élévation du niveau général de la population. C'est ce que vous avez dit, et je pense qu'effectivement, on doit sans doute constater que c'est pas sans lien avec ce qu'on voit. Mais c'est sans doute un phénomène qui n'est pas... voilà, comme on couvre des générations un petit peu différentes, ça ne concerne pas que la jeunesse, ça peut concerner des générations plus anciennes. C'est donc un mouvement de fond, là pour le coup, qui continue, s'approfondit, mais trouve ses racines, puisque en gros, la deuxième grande vague, enfin vous en avez plusieurs, mais
Vous en avez une première toute petite démocratisation du système scolaire dans les années 30, après vous en avez une deuxième dans les années 60, et puis après vous avez vraiment dans les années 80, hein, 76 le collège unique, vous avez comme ça progressivement des accroissements. Donc ça c'est un fait, d'accord, effectivement. Alors après, si on creuse, puisqu'on est dans le lien sciences sociales, on doit constater que il n'est pas certain que nous nous soyons mis à la hauteur de l'ambition que nous avons affichée. L'ambition était de dire le même collège pour tous, le bac pour 80%, etc., etc. Il n'est pas sûr que nous ayons été en capacité de réfléchir à ce que ça impliquait, parce que ce qu'on a fait globalement, comme avec les musées, on s'est dit, on va ouvrir les musées, on va les faire moins chers, on va faire les tarifs réduits, donc comme ça, il y a plus de gens qui vont aller dans les musées. Et on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris le collège pour faire très vite, des riches, etc. Et en fait, on empêchait les pauvres d'entrer, on va juste leur ouvrir la porte et puis ça va être réglé. Force est de constater que, manifestement, c'est un petit peu plus compliqué et qu'il ne suffit pas d'ouvrir les portes pour produire ipso facto des réussites scolaires. Donc il y aurait là des enjeux de réflexion sur lesquels il y a du savoir. Hein. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps pourquoi il ne suffit pas d'ouvrir les portes du collège pour fabriquer de l'élévation comme ça mécanique de niveau. Donc là, il y aurait vraiment à réfléchir. Mais effectivement, il y a une élévation qui est assez nette et sensible. Après, je pense que reste posée la question du contenu. C'est-à-dire que ce que nous avons peut-être à réfléchir ensemble, c'est de se demander de refonder, au fond, les savoirs qui doivent être enseignés dans le système scolaire. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit vraiment des discussions, vous voyez, collectives. Moi, il me semble que nous avons tous et toutes quelque chose à dire sur le sujet. Il n'y a pas que les profs, il n'y a pas que les parents d'élèves, il n'y a pas que quelques responsables politiques. Ça nous concerne tous, comme des enfants qu'on n'en est pas. Bref, tout le monde est concerné par ça. Et là, il y a quand même un grand vide. Hein, il suffit de voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ce moment, les programmes sont dévastés par le gouvernement actuel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réactions, ou du moins que la réaction n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Parce que qui c'est qui se plaint ? Les spécialistes du truc. Donc vous avez les professeurs de sciences économiques qui protestent, vous avez les profs de philo, vous savez, les profs d'histoire, mais vous n'avez pas d'embrasement politique, ou disons de débat politique sur le sujet, en disant mais qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, etc. Alors que, vous voyez, la hausse de niveau, c'est pas quelque chose qui est permanent. On l'a pas gagné une bonne fois pour toutes, et on peut se dire, tout va bien. Donc ce que nous avons gagné à un moment donné, on peut le reperdre. Ça peut se transformer et prendre un tour qui sera moins favorable ou moins intéressant que ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous devrions nous en emparer. Si on pense, comme vous et comme moi, que effectivement ça a été un point positif dans les réflexions démocratiques des citoyens et des citoyennes de ce pays, alors on a vocation à essayer de rendre ça pérenne, d'être bien sûr que ça peut continuer. De ce point de vue, et je pense effectivement que dans le contenu, il y aurait beaucoup à faire et beaucoup à dire. Nous sommes loin d'avoir atteint une forme de réflexion, en particulier en termes de cohérence. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses disciplinaires où chacun arrive avec son paquet de disciplines en disant « Ah non, il faut à tout prix enseigner la Seconde Guerre mondiale, c'est très important. » Enfin, tout est très important. Résultat, on a du mal à fabriquer quelque chose qui aurait une forme de cohérence et qui aurait une autre ambition que simplement celle de considérer que les élèves sont une sorte de puits qu'il faut remplir de connaissances. Moi, je pense qu'il y aurait là aussi beaucoup de choses à réfléchir. Ce sont des choses qui ont déjà été dites dans les années 80. Ça a été dit, posé, etc. Mais jusqu'à présent, on s'est contenté d'ouvrir. Donc voilà, je suis d'accord avec vous sur la question de l'élévation, mais je pense que ça reste quelque chose de fragile et qui sera de toute façon toujours remise en cause par les dominants. De manière mécanique, c'est pas un complot, mais c'est parce que c'est une menace. Vous comprenez bien pourquoi ? Parce que c'est la menace de leur propre position sociale. Si vous considérez que le système scolaire naturalise les inégalités, c'est-à-dire que fait le système scolaire dans l'ensemble ? Il distribue des diplômes à celles et ceux dont on sait dès la naissance qu'ils vont les recevoir. Ben oui. Statistiquement, c'est mécanique, on sait à peu près comment se distribue la réussite scolaire, etc. Donc on peut effectivement prévoir. Donc le système scolaire, sinon à la marge, ne change rien. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il donne un diplôme à quelqu'un, et qu'est-ce que fait ce diplôme ? Il dit, effectivement, c'était pas gouré, quoi. C'était quelqu'un d'important, mais c'était déjà décidé avant. Donc il y a une naturalisation des inégalités. C'est ce que Bourdieu et Passeron ont appelé la reproduction. Donc, mais vous voyez le phénomène, c'est-à-dire qu'on peut dire « Ah non, mais il a beaucoup travaillé pour avoir son diplôme », mais c'est vrai.
Sauf que le système fait que, évidemment, le c'est vrai n'enlève pas la question de la sélection sociale qui est derrière. Donc le système scolaire, c'est ça le problème qui est posé. Donc, dès que vous avez des vagues de démocratisation, la dernière, je vous l'ai dit, ça donne quoi? Parcoursup. Et la dernière des années 80, ça va donner 86, la loi de Vaquet, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire la première chose qui est faite, mais c'est pas parce qu'ils se sont dit merde, les pauvres arrivent à l'université. C'est parce qu'ils le ressentent comme une forme de menace qu'ils vont traduire comme la baisse de niveau. C'est toujours pareil. C'est le niveau va baisser parce qu'il y a des nouveaux publics. Donc il faut empêcher que le nouveau public. Puis maintenant on ajoute un peu de paternalisme qui consiste à dire pauvres étudiants, ils vont apprendre des trucs qui les intéressent pas, ils vont pas avoir un travail. Il vaut mieux les empêcher d'aller là où ils veulent aller et de les forcer à aller faire ça qui va déboucher sur un travail, parce que de toute façon, c'est très important d'avoir un travail. Donc il y a 1000 manières de le dire, et vous avez toujours cette tentation, vous voyez, permanente de refermer le système, puisque c'est une façon simple de protéger les intérêts de celles et ceux qui ont besoin de diplômes pour naturaliser la position sociale qu'ils ne tiennent pas de l'école, mais de leurs parents et des capitaux possédés par leurs parents, capitaux financiers, culturels, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un véritable problème qui font que nous avons beaucoup à réfléchir. Et comme en France, on est persuadé qu'il y a une forme de méritocratie républicaine, etc., on a beaucoup de mal à accepter ou tenir compte de ce discours critique qui est pourtant une banalité. Ce que je dis, vraiment, c'est pour moi une banalité absolue sur le plan sociologique, mais la République, on en reparlera plus tard, mais a réussi à faire ça. C'est-à-dire a réussi à nous faire avaler, alors qu'il y a marqué liberté, égalité et fraternité, à nous faire, sous couvert de méritocratie, avaler l'inégalité. Parce que la méritocratie, je vous signale, c'est de l'inégalité. Alors on a tellement descendu la pente que maintenant, on en est arrivé même plus à l'égalité des chances. Je vous rappelle que le premier à avoir parlé d'égalité des chances en France est... Oui, Pétain, octobre 40, effectivement. Ouais. Et c'était le programme de Giscard, en 74. L'égalité des chances. Maintenant, c'est un programme de gauche, l'égalité des chances. Donc, vous voyez jusqu'où on est arrivé. C'est-à-dire qu'on dit, ah non, c'est important, il faut garantir l'égalité des chances. Donc ça montre que là, nous avons beaucoup perdu et que, effectivement, je crois que nous avons besoin, c'est aussi une manière de poursuivre la réponse, nous avons besoin de reconstruire une ambition collective. Voilà. C'est-à-dire que l'égalité reste un combat. Et je crois que ça doit continuer à nous inspirer pour fabriquer un projet de société qui soit autre chose que cela. Alors, comme l'heure doit tourner, il faut que je vous dise encore 2-3 petits trucs et après on pourra poursuivre. Je voulais revenir donc sur maintenant, donc alors, pour faire vite, on en était sur la vérité donc dans les médias. On a vu que les faits étaient donc toujours construits, qui sont construits institutionnellement. Et je voulais passer quand même aux sciences sociales et à la démocratie, c'est-à-dire comment c'est construit dans les sciences sociales, les faits, puisque les sciences sociales se préoccupent aussi de faits. Donc on a vu l'exemple de Jérôme Truc, mais ça ne règle pas le problème. Alors, d'abord, je pense que ce que nous amène à intégrer la réflexion des sciences sociales, c'est que la vérité sur le monde social, donc en gros, pour faire vite, parce que on m'a posé la question tout à l'heure sur la vérité, c'est l'ensemble de choses qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Pour le dire autrement, c'est le principe de vision et de division du monde social. Qui compose le monde social, comment ça se répartit, quels sont les groupes, etc., etc. Et à partir de quels critères, ça c'est le principe de vision, je peux distinguer les groupes à l'intérieur. D'accord ? Bien. Bon, la réalité, c'est que il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas résoudre scientifiquement, mais ce n'est pas parce que les sciences sociales seraient molles. Il n'y arriverait pas. Ça tient à la nature même du monde social. Pour le dire autrement, ça veut dire que le monde social dans lequel nous sommes présente toujours, c'est comme, vous avez peut-être joué ça quand vous étiez petit, ces trucs où on découpait des poissons, des vaches, etc. pour faire des collages. Là, le monde social, ça se présente comme ça, il y a plusieurs manières de le découper. Il y a comme en pointillé plusieurs groupes qui se retrouvent. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être le plus simple. La classe moyenne. Voilà. Bon. D'où ça vient, etc. La classe moyenne, c'est un truc génial, parce que la classe moyenne, c'est ce qui a permis à des gens que l'on pourrait, auparavant, on aurait pu appeler dominés, voire prolétaires, etc., on a pu leur donner l'impression que parce qu'ils étaient classe moyenne, ils n'étaient donc pas classe populaire, et que donc leurs intérêts avaient plutôt à voir avec les catégories supérieures qu'avec les catégories populaires. Et si vous rajoutez la propriété privée, ça y est, là vous êtes cuit, puisque du coup, vous voyez des gens qui n'ont pas de patrimoine et qui n'auront pas d'héritage à transmettre, défendre l'héritage. C'est-à-dire défendre Bernard Arnault, etc.
Ah oui, parce que quand vous défendez l'héritage, vous défendez d'abord Bernard Arnault avant vous-même, parce que celui qui va gagner le plus avec tout ça, c'est Bernard Arnault et pas vous. Ah, donc, ça ne veut pas dire que la classe moyenne n'existe pas. Ça veut dire que c'est un enjeu de lire le monde social en termes de classe moyenne, classe populaire, etc. Donc, la classe moyenne, c'est une manière, c'est dans les années 70 que c'est fait, que c'est inventé comme un groupe, et c'est un groupe qui, au fond, on l'invente pour faire partager à une partie de la population, pour faire très très vite les intérêts du capitalisme. Je vous renvoie, tout ça c'est bien expliqué dans la production de l'idéologie dominante. Le grand article de Bourdieu et Boltanski, c'est gratuit sur Internet, 1976, à la production de l'idéologie dominante, ça fait partie des choses. Donc, la science sociale ne pourra jamais nous dire non, la classe moyenne n'existe pas, donc à la place il faudrait dire dominant, dominé, ou etc. La seule chose qu'elle peut nous dire, c'est qu'il existe au même moment plusieurs manières différentes de décrire le monde social, et que c'est la nature même du monde social. D'accord ? Par nature. Il n'y a pas de réponse objective. Un exemple qui est donné par Bourdieu dans son cours de sociologie générale, donc le tome 1 qui est sorti. Il raconte ça, je trouve que c'est un exemple assez emblématique. C'est au début du cours, il s'interroge sur l'effet, c'est sa grande réflexion, l'effet du questionnaire sur la réalité que vous observez. Bon, c'est un truc banal en sciences sociales. Et il raconte donc un jeune sociologue qui l'envoie, à l'époque, au début des années 80, c'est très à la mode, de faire des études sur la représentation des métiers. Comment on se représente les métiers, et donc comment, à partir de cette représentation des métiers, on choisit son orientation. Et donc ce jeune sociologue va interroger un de ses copains qui a arrêté ses études plus tôt, et il arrive avec son questionnaire pour lui dire. Et ce que dit Bourdieu, c'est que le plus souvent, sans surprise, les gens, mais c'est pas là où c'est intéressant, finissent par avouer le classement de l'INSEE. Parce que tout le monde connaît la réponse légitime qu'il faut donner. Hein, c'est-à-dire que vous ne répondez pas à ce que vous pensez, mais vous répondez comme à l'école, quoi. Hein, vous donnez la réponse attendue, surtout quand vous êtes, disons, plutôt dominé par le système scolaire. Quand c'est quelqu'un qui vient avec des diplômes et qui vous interroge, vous essayez de lui donner la bonne réponse. Pas forcément ce que vous pensez, vous, juste. Et donc, ce que dit Bourdieu, c'est qu'à chaque fois, on retrouve l'INSEE, quoi. Donc, en gros, tout le monde finit par dire l'INSEE, etc. Donc, le type s'en va avec son classement, puis tout d'un coup, comme c'est son copain, il lui dit, mais... et toi, là, dans tous ces métiers, avec ce classement, comment tu choisirais quel boulot tu as envie de faire? Et là, le même, il dit, ah non, mais si c'est pour moi, je classe plus du tout comme ça. Il y a les métiers des PD et les autres. Et donc, il a un classement pratique, le sien. Oui, mais c'est ce classement qui l'oriente. C'est avec celui-là qui dit j'ai envie de faire ce boulot, pas celui-là. Je laisse de côté l'homophobie, tout ce que vous voulez, mais il n'en demeure pas moins que c'est son classement et que c'est avec ça qu'il s'oriente. Sauf que le questionnaire. Donc vous voyez que cet individu, qui n'est pas un sociologue, etc., il a dans sa tête, à minima, deux classements d'une réalité sociale qui sont les deux vrais. C'est-à-dire qu'aucune n'est fausse. Le classement de l'INSEE, il a sa légitimité, sa justesse et sa vérité, de la même façon que ce classement pratique a aussi sa vérité, puisque ça détermine l'action de choisir le métier que je vais exercer. Et que c'est comme ça aussi que je vais lire les autres en disant, bah tiens, toi tu exerces tel métier, toi tel autre, etc. Donc vous voyez, au même moment, vous avez... Bon. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que si c'est la nature même de la réalité, ça veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter si en politique nous débattons du monde social. C'est-à-dire que nous n'avons pas à attendre des sciences sociales, des réponses à notre débat, mais, comme ça a été dit tout à l'heure, des informations, des manières de déterminer des possibles, mais pas de trouver des réponses positives. C'est ça que nous pouvons garder. C'est-à-dire que nous pouvons tirer des sciences sociales la démonstration que l'expertise dans le monde social n'existe pas. Et donc que toutes celles et tous ceux qui viennent régulièrement nous dire c'est comme ça qu'il faut faire, etc., sont des charlatans. C'est-à-dire ne sont pas des scientifiques, tout simplement. Puisque un scientifique peut nous dire, voilà, mon appareil statistique m'amène à ça, mais ne pourra pas nous dire, le monde social, il est comme ça, la classe machin, elle est comme ça, etc., parce que c'est un non-sens par rapport à la réalité elle-même. D'accord ? Donc on retient ça, et c'est une information extrêmement importante. La réalité sociale est par nature problématique. Voilà. Donc, il n'y a pas de ce fait de contradiction entre la délibération démocratique et la perspective scientifique de dire quelque chose de vrai sur le monde social. Voilà. J'insiste bien, c'est par nature. Ce n'est donc pas une faiblesse, une limite des sciences sociales qui ne parviendraient pas à une forme d'objectivité, c'est en raison de la nature même. Voilà. Bien, c'est la première chose que nous apprennent les sciences sociales. Ouais.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous apprennent aussi les sciences sociales, c'est qu'il n'y a pas de langage neutre. Donc, jamais nous ne pouvons trouver, et ni même prétendre, posséder un langage qui nous permettrait de désigner de manière neutre, c'est-à-dire sans point de vue, le monde social. Il y a toujours un point de vue. Et ce point de vue, il peut s'ignorer en tant que point de vue, précisément quand on pense être neutre. Autrement dit, le moment où on est le plus déterminé et le moins scientifique, en sciences sociales, c'est quand on pense ne pas avoir de point de vue. Donc, pas de langage neutre. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence dans le champ politique maintenant? Eh bien, ça a pour conséquence, d'abord peut-être, ça c'est quelque chose de très positif, d'élargir le questionnaire. Si effectivement les mots posent problème, ou du moins sont à chaque fois des prises de position sur la réalité sociale, alors notre problème n'est plus vérité de fait, vérité de raison ou opinion, mais tout peut éventuellement devenir une opinion. Et que mon travail de citoyen et de citoyenne n'est pas de me contenter d'une liste de vérités de faits que X, Y ou Z viendrait me désigner pour me dire voilà les faits dont on n'a pas besoin de parler, mais mon travail de citoyen et de citoyenne est précisément de répliquer dans le champ politique ce qu'on fait dans les sciences sociales et de passer mon temps à me dire mais est-ce que c'est vraiment tel qu'on me le dit? C'est mon travail de citoyen, c'est d'appliquer la même chose. Pas pour faire la même chose, mais c'est de prendre le geste des sciences sociales. Un petit exemple actuel. Démocratie, voilà. Aujourd'hui, bon, vous voyez, ça va de soi. J'ai écouté, je ne sais plus quelle radio. Ouais, c'est triste, mais maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est Jean-François Copé. Il est sorti de je ne sais où. Et voilà. Et alors, il parlait du référendum d'initiative citoyenne. Alors, il dit, mais ça, c'est le référendum, c'est Mélenchon, etc. La démocratie, c'est les partis, on vote pour des partis, ils appliquent un programme, etc. Voilà. Alors, évidemment, je crois que c'était Léa Salamé, qui est bien incapable de poser une question, donc, parce que sa définition m'a surprise de la démocratie. Il a totalement évacué la notion de représentation. Il n'y avait pas de représentation, il dit voilà, on vote et ensuite on applique un programme. Bon, d'accord. Pourquoi pas, hein, ça peut être une définition, elle existe cette définition, mais on a quand même, puisqu'il paraît qu'elle est en crise, une démocratie dite représentative. Donc a priori, les élus ne sont pas simplement au service d'un programme, mais ont un lien qu'il s'agirait de préciser avec leurs électeurs et leurs électrices, puisqu'ils sont d'une manière ou d'une autre des représentants, hein, et des représentantes du peuple. Bon. Alors, vous voyez, là on peut commencer à se dire, mais de quoi on parle finalement quand on parle de démocratie? Et là, on va se poser une autre question, mais est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Alors, vous avez plusieurs indices qui vous permettent de douter que nous soyons en démocratie. Je vais en prendre un seul, mais c'est parce que c'est mon préféré, c'est la démocratie participative. Je vous mets au défi de m'expliquer ce que c'est qu'une démocratie non participative. Je me suis toujours demandé la question, ils ont inventé un truc génial. Ils ont dit la démocratie participative, ils avouent que le reste du temps, vous ne participez pas. La démocratie participative, c'est le petit timbre-poste qu'on vous concède, hein, en disant, allez, hein, vous êtes quand même citoyen et citoyenne, donc on va vous laisser participer un petit peu, mais donc vous dites le reste du temps, donc je ne participe pas. Bon, alors, donc ça devrait, vous voyez, on devrait se dire, tiens, c'est curieux. Alors ça, c'est, au-delà des sciences sociales, c'est plutôt de la philosophie, hein, c'est le truc de Wittgenstein, hein, qui dit toujours, il faut se demander si le contraire de la proposition étudiée a du sens, elle existe. Et vous voyez bien que la démocratie participative, elle n'a pas de contraire. Il n'y a pas de démocratie non participative, ça n'a pas de sens. Hein. Donc c'est qu'il y a un problème dans le concept même de démocratie participative. Mais on peut aller plus loin. C'est que, en réalité, et je suis d'ailleurs très surpris qu'on n'en parle pas du tout, mais la démocratie représentative n'existe pas. Jamais personne n'a prétendu inventer la démocratie représentative. Quand on a voulu inventer quelque chose de représentatif, c'est le gouvernement représentatif qu'on a voulu inventer. Ça commence avec Machiavel, ça se poursuit ensuite avec d'autres, dont Montesquieu et d'autres. On le fait contre la démocratie. Parce qu'à l'époque, on n'en connaît qu'une seule, c'est la démocratie directe. Et donc, c'est contre la démocratie directe qu'on va inventer le système représentatif pour se sortir du piège. Et ça va être renforcé, évidemment, par les conséquences de la Révolution française. Alors, si vous voulez le vérifier, alors je ne l'invente pas, c'est le livre de Bernard Manin qui s'appelle Essai sur le gouvernement représentatif, c'est Jean Flammarion en 2005 ou 2006.
il étudie le débat, parce qu'on a tout le débat sur les États-Unis, au moment où ils mettent en place la Chambre des représentants. Ils se demandent, mais comment on va faire, c'est quoi un représentant? Puisqu'ils ne savent pas, ils inventent une constitution, alors ils disent, on va faire des représentants. Et il y a deux thèses. Il y en a qui disent, on va prendre la réalité socio-économique du pays, il y a X% de bouchers, il y aura X% de députés bouchers, X% de cordonniers, voilà, on va représenter comme ça. Et puis, vous avez bien compris que ceux-là, ils ont perdu. Alors, ceux qui ont gagné, c'est les autres, et ils disent, mais non, c'est pas nécessaire. Le représentant, c'est celui qui sera élu. Par définition, puisqu'il sera élu. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter des critères, etc., puisque c'est par l'élection que la représentation va s'obtenir. Et rajoute, parce qu'en plus, ils le disent, en général, quand ils font au début, ils avouent. Et alors, l'avantage de tout ça, c'est que si on s'en tient à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que les riches qui pourront faire campagne, parce qu'il n'y a qu'eux qui auront le temps, et puis c'est eux qui auront la notoriété pour être élus. Et donc, comme ça, grâce à l'élection, nous aurons un système dans lequel les nobles et les notables seront élus, et donc nous aurons les meilleurs pour pouvoir gouverner. Donc vous voyez, quand vous prenez, y compris aux origines de la soi-disant démocratie américaine, vous avez l'aveu qu'il s'agit de fabriquer une oligarchie, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, une oligarchie, une plutocratie ou une aristocratie, mais jamais il est question de démocratie. Donc vous voyez que, au fond de la situation actuelle et du geste des sciences sociales, on peut aller jusqu'à s'interroger sur la réalité du système démocratique. Et effectivement, on peut dire que la vérité de fait qui serait « nous sommes en démocratie » est une opinion. Oui. Ce n'est pas grave, puisque ça ne nous empêche pas de débattre. Au contraire, c'est ce qui nous permet de débattre. Autrement dit, nous n'avons pas à avoir peur de la transformation des faits en opinion, puisque c'est la condition même de la délibération démocratique. Puisque, effectivement, de la vérité des faits, on n'a pas à débattre. Donc, la démocratie commence toujours, la délibération commence toujours, quand nous disons à la personne qui nous fait face, tu me dis que c'est un fait, mais je ne suis pas d'accord. Sinon, effectivement, il n'y a pas de délibération. Donc, vous voyez que nous avons résolu le problème, finalement. Il n'y a pas de problème avec la vérité en tant que telle, puisque, au fond, les régimes de vérité sont différents. Dans les sciences sociales, vous l'avez vu, au fond, il y a une forme d'indétermination. Il y en a plusieurs en même temps, et c'est la nature même de la réalité sociale. Mais bien sûr, politiquement, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire, on ne peut rien dire parce que, je ne sais pas, s'il y a des classes moyennes, etc. Donc, ce que nous avons à faire, c'est délibérer. Alors, ça a été dit tout à l'heure, bien sûr, pas n'importe comment. On peut délibérer en étant informé par les sciences sociales. Quelles sont les différentes possibilités qui sont sur la table? Comment on construit des classes sociales? Qu'est-ce qu'une classe sociale? Qu'est-ce qu'un groupe social? Tout ça, on peut en débattre, et autant avoir reçu une formation en sciences sociales pour pouvoir le faire. Mais jamais les sciences ne nous apporteront une réponse, et donc ça ouvre plutôt que ça ne ferme, vous voyez, la délibération démocratique. Autrement dit, vous voyez, la conclusion est la suivante, c'est au fond l'existence même de sciences sociales qui nous permet d'envisager une démocratie véritable, et non l'inverse. Donc ça ne nous pose pas de problème, puisque la nature même de la vérité produite par les sciences sociales n'entre pas en contradiction avec le fonctionnement de la démocratie. Au contraire, ça nous valide à considérer que nous avons à émettre des jugements sur le monde social, le monde qui nous entoure. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction. Et ben voilà, la suite. J'ai fini, c'est l'heure ou... Ouais.